Sous nos pas, la terre paraît immobile, silencieuse. Pourtant, elle garde en elle des cicatrices invisibles, des couches d'histoires oubliées, des pierres effacées, des cités ensevelies, des voix éteintes depuis des millénaires. Nous marchons sans le savoir sur des continents fantômes, sur les ruines d'âges dont la mémoire s'est dissoute. Parfois, un éclat de poterie, une paroi gravée, un fragment de légende échappé des profondeurs vient rappeler qu'avant nous, d'autres mondes ont respiré, ont bâti, puis se sont effondrés. Et si la plus grande civilisation que la Terre ait portée n'avait pas disparu, mais dormait toujours, intacte, sous nos pieds? Le sol, vaste tombeau ou réservoir de mémoire, n'attend qu'une fissure pour révéler son secret. Sous la surface tranquille que nous foulons chaque jour se cache une mémoire que nul ne lit encore. La terre paraît inerte, un simple support où poussent les arbres et s'élèvent les villes. Mais en réalité, chaque grain de poussière, chaque strate de roche est un fragment de récit scellé dans le temps. Marcher, c'est effleurer un livre fermé dont les pages n'ont pas été ouvertes depuis des millénaires. Il suffit de creuser quelques centimètres pour trouver les restes de vies anciennes. Un éclat d'outil, une dent usée, un charbon oublié par un feu éteint. Plus on descend, plus on traverse les siècles. Les archéologues le savent, le sol est une archive vivante, une bibliothèque sans écriture, où les couches s'accumulent comme les chapitres d'un récit ininterrompu. Chaque strate raconte un âge, une inondation, une sécheresse, une migration humaine. Mais la plupart de ces pages demeurent invisibles, refermées sous nos pas, attendant un hasard ou une volonté pour être révélées. Dans de nombreuses civilisations, le sol a toujours été vu comme une frontière sacrée. Les anciens Égyptiens enterraient leurs tas, leurs rois sous des masses de pierre pour que la mémoire demeure, protégée dans l'obscurité. Les peuples andins considéraient la terre comme une mère nourricière, mais aussi comme un ventre qui garde les semences des dieux et des ancêtres. Cette intuition, répandue à travers le monde, révèle une vérité profonde. Le sol n'est pas seulement matière, il est à la gardien de ce que nous avons été, de ce que nous avons perdu. Il existe des villes entières effacées de la surface mais intactes dans les profondeurs. Des couches de cendres ou de sédiments les ont figées dans un silence minéral. Pompéi en est l'exemple le plus célèbre. Ensevelie en une journée par la colère du Vésuve, elle resta 2000 ans sous la poussière avant que l'on rouvre ses rues, ses fresques, ses visages surpris dans la mort. Mais Pompéi n'était pas une exception. Partout, des cités reposent encore, invisibles, dissimulées par le poids patient du temps. Chaque année, l'archéologie fait surgir de terre des fragments qui bouleversent nos certitudes. Des poteries découvertes sous des mètres de sable au Sahara, rappelant qu'autrefois, cette étendue désertique était fertile et habitée. Des outils y trouvés en Amérique, plus anciens que l'histoire officielle du peuplement du continent. Ou encore, sous la forêt amazonienne, des géoglyphes et des structures qui montrent que cette région, longtemps pensée vierge, fut le siège de sociétés complexes. Le sol garde tout, mais il garde aussi ses secrets avec une obstination étrange. Certains vestiges ne sont accessibles que grâce au hasard. Une route creusée, un bâtiment en construction, une inondation qui arrache une berge. C'est ainsi que les archives silencieuses se révèlent, par accident, comme si la Terre choisissait elle-même le moment de libérer un fragment de mémoire. Les archéologues parlent de épaisseur du temps. Chaque couche qui s'ajoute enfouit les traces précédentes et les protège. Mais cette épaisseur est aussi un voile. Elle nous dit que nous ne connaissons peut-être qu'une infime fraction de ce qui a existé avant nous. La géologie prolonge cette idée à une échelle vertigineuse. Les roches elles-mêmes sont des archives. Les strates sédimentaires conservent les traces de mers disparues, de forêts fossilisées, d'extinctions massives. Dans certains cas, elles emprisonnent même des atmosphères anciennes, des bulles d'air piégées dans la glace ou les minéraux. Le sol n'est pas seulement le témoin de l'humanité, il est celui de la planète entière. Il raconte les déluges et les sécheresses, les cataclysmes cosmiques, les révolutions lentes de la vie. Et dans cette immensité de temps, l'histoire humaine n'est qu'une mince pellicule, fragile, vulnérable à l'oubli. Mais que se passerait-il si, sous nos pieds, reposait bien plus qu'une mosaïque de ruines dispersées? Et si les couches de terre cachées n'ont pas des fragments isolés, mais le corps intact d'une civilisation entière? Certains chercheurs évoquent la possibilité que des sociétés très anciennes, antérieures à toutes nos chronologies, aient pu s'élever puis disparaître, effacées par un cataclysme ou par le passage inexorable du temps. Ces hypothèses restent spéculatives, souvent rejetées. Mais chaque découverte imprévue, un site plus ancien que prévu, un artefact mystérieux, rouvre la question.
jusqu'où la mémoire du sol peut-elle remonter? Les mythes semblent parfois en écho à ces soupçons. Dans presque toutes les cultures, on trouve l'idée d'un âge perdu, d'une civilisation engloutie ou détruite. L'Atlantide de Platon, les mondes précédents des Mayas, les continents disparus de la tradition hindoue. Des récits pour ça qui semblent fantaisistes, mais qui pourraient voir peut-être des souvenirs déformés d'événements réels, transmis comme une cicatrice collective. Et si ces récits laissant parler manquaient de sociétés ensevelies, oubliées sous nos pieds, préservées dans la pierre et l'argile, le sol ne livre jamais ses secrets sans résistance. Chaque fouille est un arrachement, une blessure infligée à la terre pour en extraire quelques fragments. Et plus on creuse, plus on comprend la profondeur du silence qui s'étend en dessous. Les archéologues disent souvent qu'ils trouvent moins qu'ils ne cherchent. Dans ce qu'ils ramènent n'était qu'un éclat, une poussière d'un monde entier. Le reste demeure enfoui, intact. Ce déséquilibre nourrit l'idée que nous marchons en permanence sur un continent invisible. Dans certaines régions du monde, les technologies récentes révèlent l'ampleur de ce qui est caché. Le lidar, par exemple, permet de traverser le couvert végétal par des faisceaux laser et de dessiner la topographie enfouie. En quelques années, il a permis de redécouvrir des réseaux entiers de villes mayas, de routes, de pyramides englouties par la jungle. Ce que l'œil humain ne pouvait voir depuis des siècles se dessine soudain comme un palimpseste. Et ces découvertes laissent penser que bien d'autres mondes sommeillent sous les forêts, les déserts, les plaines cultivées. Pourtant, malgré la précision des sciences, le sol reste opaque. À chaque fois que l'on croit connaître son contenu, il surprend, détourne, révèle l'imprévu. Comme si la mémoire enfouie ne voulait jamais être entièrement dévoilée. Peut-être est-ce là le rôle du sol, conserver la part d'ombre de l'humanité, garder un équilibre entre ce que nous savons et ce que nous avons perdu. Dans cette tension réside l'inquiétude. Combien de mondes ont déjà disparu? Combien d'autres sommeillent encore, scellés sous la surface que nous croyons connaître? Ainsi, le sol se présente comme un livre dont la plupart des pages sont encore collées, inaccessibles. Nous ne lisons que quelques fragments épars, et déjà ces fragments bouleversent notre perception du passé. Mais le reste dort, attendant une main, une catastrophe ou un hasard pour se rouvrir. Chaque pas que nous faisons est posé sur ce silence, sur ce livre immense, refermé. Et l'on peut se demander, si ce livre s'ouvrait en entier, que nous raconterait-il vraiment? La mer semble toujours mouvante, insaisissable, mais elle a une mémoire. Derrière ces vagues, dans le silence de ses abysses, elle conserve les traces d'âge que l'homme a oubliées. Chaque côte, chaque golfe fut un jour différent, plus avancé, plus reculé, remodelé par des cycles de glaciation, par la montée et la descente des eaux. Ce que nous voyons comme rivage stable n'est en vérité qu'un instant fragile dans un mouvement millénaire. Et dans ces mouvements, des mondes ont disparu. Des cités entières furent avalées, des ports prospères effacés, des temples et des routes englouties par la marée du temps. L'histoire humaine est inséparable de la mer. Les premières civilisations se sont souvent installées près d'elle, attirées par l'abondance de la pêche, par la facilité des échanges, par la fertilité des deltas. Mais ce choix portait en lui une fragilité. Les mers montent, les tempêtes brisent, et ce qui est bâti trop près de l'eau finit par y retourner. Ainsi, de nombreux vestiges se trouvent aujourd'hui noyés, cachés à l'œil humain sous des mètres d'eau. Ils attendent qu'une plongée, un sonar ou une chance du hasard les révèle à nouveau. En Inde, au large de la côte de Gujarat, dort la cité de Dwarka. Mentionnée dans les anciens textes hindous comme la ville fondée par Krishna, elle fut longtemps considérée comme un mythe. Pourtant, dans les années récentes, des plongeurs et des chercheurs ont mis au jour des structures de pierre, des murs, des rues, alignées à une profondeur surprenante. L'ensemble suggère l'existence d'une cité florissante qui aurait été engloutie il y a des millénaires par la montée des eaux. Le récit légendaire trouve ainsi une résonance dans la réalité géologique. L'océan conserve sous ses sédiments la mémoire de ce que les hommes pensaient tant perdu. En Égypte, la Méditerranée cache les ruines d'Héracléon, aussi appelée Tonis. Cette cité antique, mentionnée par Hérodote, servait de port majeur avant Alexandrie. Pendant des siècles, son existence fut discutée, presque oubliée. Mais à la fin du XXe siècle, des archéologues sous-marins découvrirent ces colonnes, ces statues colossales, ces temples brisés au fond de la mer, près du delta du Nil. On y retrouva même des pièces de monnaie, des objets rituels, des inscriptions. Tout cela prouve que la cité prospérait avant qu'un mélange de tremblements de terre et d'effondrements sédimentaires ne la livre au flot.
Aujourd'hui, Héracléon repose comme un musée silencieux sous les eaux troubles, figé dans son naufrage. Plus au nord, la mer du Nord cache aussi ses secrets. Entre l'Angleterre et les Pays-Bas s'étendait autrefois une vaste plaine, Doggerland. Il y a 10 000 ans, elle reliait les îles britanniques au continent. On y chassait, on y vivait, avant que la montée post-glaciaire des océans ne la recouvre entièrement. Aujourd'hui, les pêcheurs ramènent parfois des bois fossilisés, des os d'animaux, des outils préhistoriques pris dans leurs filets. Ce ne sont que des fragments, mais ils témoignent d'un monde englouti, d'un territoire immense où vécurent des communautés humaines entières, effacées lentement par la mer qui reprenait sa place. Ces vestiges ne sont pas isolés. Dans toutes les mers du monde, on retrouve des indices de cités ou de temples engloutis. Au Japon, au large de Yonaguni, des formations monumentales de pierres plongent dortantes dans l'océan. Certains y voient un phénomène naturel, d'autres y devinent les marches et terrasses d'une construction humaine très ancienne, effacée par un tremblement de terre et une montée des eaux. En Grèce, près de Pavlopétrie, on a identifié l'une des plus anciennes villes submergées connues, avec ses rues, ses cours, ses bâtiments organisés. Elle date de 5000 ans et repose intacte à quelques mètres sous la surface. La mer conserve ici, comme sous une vitre liquide, l'empreinte d'une société disparue. Pourquoi tant de cités ont-elles fini noyées? Les causes se répètent, séismes, tsunamis, affaissement du sol, mais aussi la lente montée des mers. Après la dernière glaciation, les océans sont montés de plus de 100 mètres, avalant d'innombrables côtes. Les cartes anciennes de l'humanité ne correspondent plus aux rivages d'aujourd'hui. Et ce qui se trouve sous l'eau représente sans doute une part immense de notre histoire encore inaccessible. Les archéologues estiment que des milliers de sites attendent sous les mers, inexplorés. L'océan, par son immensité et son obscurité, protège ses archives, mais il nous les cache aussi. La mer est un tombeau, mais aussi une gardienne. Elle efface la surface, mais conserve les profondeurs. Dans ses sédiments, les objets s'enrobent, se figent, parfois se préservent étonnamment. Des amphores reposent encore scellées dans les cales de navires coulés il y a 2000 ans, intactes dans la vase. Des statues, tombées des ports, se tiennent toujours debout au fond des golfes. La mer crée une forme d'éternité paradoxale. Destruction en surface, conservation dans l'ombre. Elle transforme les cités englouties en musées silencieux où seuls les poissons errants comme des visiteurs fantomatiques. Mais la mer conserve aussi des énigmes. Certains vestiges semblent plus anciens que ne le permet notre chronologie. À Cuba, au large de la péninsule de Guanaacabib, des chercheurs ont détecté par sonar des structures étranges, ressemblant à des murs, à des pyramides, situées à plus de 600 mètres de profondeur. Si elles étaient humaines, elles remonteraient à une époque bien antérieure aux civilisations connues. Beaucoup doutent, d'autres s'interrogent. Mais ces énigmes rappellent m'empelant que l'océan cache peut-être des pages entières de l'histoire humaine, enfouies si profondément que nous ne les lirons jamais. Les mythes eux-mêmes parlent souvent de cités englouties. L'Atlantide, évoquée par Platon, en est l'exemple le plus célèbre. Décrite comme une île prospère et avancée, engloutie en une nuit de malheur, elle est devenue le symbole de toutes les civilisations perdues sous la mer. Mais on retrouve ailleurs des récits semblables. Les légendes celtiques parlent de la ville d'Éis, engloutie par l'océan au large de la Bretagne. Les récits de Java évoquent une terre disparue sous les vagues. Les traditions polynésiennes gardent la mémoire de continents noyés. Ces histoires, réelles ou symboliques, traduisent une peur commune, celle de voir la mer reprendre ce qu'elle avait donné. Aujourd'hui, la science moderne commence à sonder plus profondément les abysses. Les technologies de cartographie sous-marine révèlent des reliefs inconnus, des plateaux, des cavités, des alignements qui intriguent. Mais à peine avons-nous exploré une fraction des fonds marins. L'immensité qui reste vierge est telle que l'on pourrait cacher, sous les vagues, des mondes entiers sans que nous les soupçonnions. C'est là que réside le mystère. Marcher sur la côte, c'est ignorer que sous l'horizon s'étendent des continents disparus, des histoires figées sous l'eau depuis des millénaires. Le silence marin est différent de celui de la Terre. Là-bas, dans les profondeurs, il n'y a ni air ni lumière, seulement le poids infini de l'eau. Les ruines y reposent dans une immobilité parfaite, hors d'atteinte du vent et du soleil. Elles sont protégées par l'océan par l'oubli. Quand un plongeur y descend, il entre dans une bibliothèque endormie, un lieu où chaque pierre, chaque colonne est une phrase pétrifiée d'un récit oublié. La mer n'efface pas tout. Elle choisit ce qu'elle garde, ce qu'elle noie dans son encre liquide.
Ainsi, les vestiges engloutis ne sont pas seulement des ruines, ils sont une question ouverte. Ils nous rappellent que notre histoire n'est pas stable, qu'elle repose sur des rivages mouvants. La mer a déjà avalé des mondes et elle continue de monter. Ce qui dort aujourd'hui sous les flots était hier vivant. Et ce qui vit aujourd'hui sur nos côtes pourrait demain rejoindre ces musées liquides. La mer est un scribe patient. Elle note nos gloires et nos chutes, mais ses archives sont difficiles à lire. Nous ne faisons qu'entrevoir ce qu'elle conserve. Le désert s'étend comme une mer figée. Ses vagues ne sont pas d'eau mais de sable, mouvantes, lentes, infinies. Le vent, patiemment, déplace chaque grain, redessine les dunes, ensevelit ce qui se dresse, efface ce qui persiste. Dans cet océan aride, les cités humaines semblent vulnérables. Les routes disparaissent, les palais se consument, les temples se dissolvent dans la poussière. Le sable ne détruit pas brutalement, comme le feu ou l'eau. Il avale avec une douceur implacable, une lenteur silencieuse. Les cités s'y endorment, étouffées mais préservées, comme si le désert les avait recouvertes d'un linceul protecteur. Les voyageurs anciens rapportèrent déjà la rumeur de villes englouties par le désert. Des caravanes apercevaient entre deux dunes les traces de murs effondrés, des colonnes brisées surgissant comme des épaves d'un océan jaune. Mais aussitôt, le vent les recouvrait, et il ne restait rien qu'une étendue nue, sans mémoire visible. Le désert joue avec la vision humaine comme s'il voulait garder pour lui les secrets qu'il enfouit. L'une des cités les plus célèbres retrouvées sous le sable est Pétra, en Jordanie. Pendant des siècles, elle resta invisible aux voyageurs occidentaux, gardée par les falaises rouges du désert. Pourtant, elle avait été jadis un centre florissant, carrefour des routes caravanières reliant l'Arabie, l'Égypte et le Levant. Les Nabatéens y avaient donc sculpté leurs tombeaux directement dans la roche, façonnant des façades majestueuses qui semblaient éternelles. Mais le temps, les tremblements de terre et l'abandon l'avaient effacée. Le sable s'était chargé d'étouffer ses rues, de cacher ses trésors. Il fallut la redécouvrir au XIXe siècle, quand un explorateur suisse déguisé en pèlerin osa franchir les gorges étroites pour contempler à nouveau la cité rouge. Pétra semblait alors surgir d'un rêve, intacte sous la poussière. Le sable ne recouvre pas seulement les villes visibles, il cache des mondes plus anciens encore. Dans le Sahara, les archéologues ont trouvé des vestiges de villages, de peintures rupestres, de routes qui témoignent d'un temps où le désert était fertile, parcouru de rivières et de lacs. Il y a des milliers d'années, le Sahara était une savane verdoyante, où vivaient dansés des troupeaux et des hommes. Mais lorsque le climat bascula, les pluies torrents se retirèrent et la mer verte devint un océan jaune. Les cités et les campements furent abandonnés, et le sable s'en chargea. Ainsi, sous les dunes, repose encore la mémoire d'un monde oublié, un Sahara vivant, effacé mais pas détruit. Dans la péninsule arabique, des récits anciens évoquent une ville mystérieuse, Ubar, parfois appelée l'Atlantide des sables. Mentionnée dans le Coran comme Hiram des colonnes, elle aurait été un centre prospère du commerce de l'encens, avant d'être frappée par la colère divine et engloutie par le désert. Pendant longtemps, ce récit fut vu comme une légende. Mais au XXe siècle, grâce à l'imagerie satellite, des chercheurs identifièrent des traces de routes caravanières convergeant vers un site aujourd'hui effondré, recouvert par les sables d'Oman. Là, des ruines ont été mises au jour, prouvant que la légende reposait sur une réalité. Ubar avait bien existé et le désert l'avait avalé. En Égypte aussi, le sable a joué son rôle de gardien. Les pyramides de Gizeh furent longtemps semi-enterrées, les temples ensevelis sous des dunes qui montaient jusqu'à leur toit. Beaucoup de sites, aujourd'hui visibles, dormaient encore sous le sable il y a 2 siècles à peine. Ce voile de poussière a protégé des fresques, des momies, des objets rituels préservés dans l'ombre aride. Le désert, par son aridité extrême, agit comme une archive naturelle. Là où l'humidité détruit, le sable conserve. C'est pourquoi il recèle encore sous ces vagues immobiles d'innombrables trésors intacts. Mais le désert ne se contente pas de cacher. Il crée aussi une atmosphère d'oubli. Là où une ville s'éteint, il recouvre si vite les traces que la mémoire humaine ne suit pas. Une génération passe, puis 2, et déjà l'emplacement exact n'est plus qu'une rumeur. Les nomades qui traversent les dunes parlent de ruines qu'ils ont vues, mais qu'ils ne retrouvent plus. Le sable se déplace, effaçant les repères. Ainsi naissent les légendes, cités fantômes, visibles un instant puis disparues, comme des mirages. Le désert aime brouiller la frontière entre le réel et l'imaginaire. Les technologies modernes changent ce rapport.
les images satellites révèlent des tracés invisibles à l'œil humain. Anciennes routes, murs effacés, canaux oubliés. Ce que le sable semblait avoir effacé réapparaît comme une ombre, un dessin spectral sous la surface. Ainsi, de vastes réseaux de champs agricoles, de villages et de forteresses sont en train d'être identifiés dans des régions autrefois considérées comme vides. Le désert, qui semblait stérile, se révèle riche en strates de mémoire. Ce que nous appelons vide est en vérité plein de vies anciennes, figées sous la poussière. Le sable agit comme un voile et comme un piège. Les archéologues savent que sous chaque dune peut se cacher une surprise. Mais ils savent aussi que le désert ne se laisse pas facilement pénétrer. Les fouilles sont difficiles, dangereuses, lentes, et à mesure que le vent redessine le paysage, ce qui est mis au jour peut être à nouveau enseveli en quelques jours. Le désert ne livre rien sans résistance. Il semble vouloir garder ses cités pour lui, comme si elles lui appartenaient désormais. Le mystère s'étend encore plus loin. Certains chercheurs pensent que de grandes civilisations, antérieures à nos chronologies établies, auraient pu s'élever dans des zones aujourd'hui désertiques. Si cela était vrai, leurs traces dorment sous des kilomètres de sable, inaccessibles sans technologie encore plus avancée. Des alignements de structures, parfois détectés au radar, alimentent ces hypothèses. Peut-être que sous le Sahara, sous l'Arabie, sous les déserts d'Asie, reposent les archives d'un monde humain dont nous ignorons tout. Ce qui frappe dans les cités effacées par le sable, c'est le contraste entre leur disparition et leur préservation. Elles sont invisibles, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais lorsqu'on les redécouvre, elles surgissent intactes, figées dans le temps, protégées par la sécheresse. Le sable ne détruit pas comme l'eau. Il garde, il endort. Ainsi, Petra, Ubar, Pavlopétrie ou d'autres sites nous apparaissent en soudain, comme des portes entr'ouvertes sur des mondes effacés. Et l'on se souvient alors que le désert derrière son silence n'est pas vide. Il est plein de voix que nous n'entendons pas encore. Depuis toujours, l'humanité s'est tournée vers les profondeurs. Les grottes ne sont pas seulement des refuges naturels, elles sont des portes vers l'invisible. Entrer sous terre, c'est franchir une frontière symbolique, quitter la lumière du soleil pour rejoindre un monde de silence et d'ombre. Dans ce passage, les hommes ont trouvé un lieu pour les rites, pour les secrets, pour la mémoire. Les parois sombres deviennent des toiles, les cavités résonnent comme des temples et le sol se transforme en autel. Les sanctuaires souterrains, qu'ils soient tout naturels ou creusés de main d'homme, sont des archives mystérieuses, pleines de signes que nous commençons à peine à comprendre. Les plus anciennes traces de l'expression humaine se trouvent dans ces profondeurs. Dans les grottes de Lascaux, en France, les parois s'illuminent de bisons, de chevaux, de cerfs. Ces peintures ont plus de 17 000 ans. Elles ne sont pas de simples ornements. Leur emplacement dans des galeries obscures, difficilement accessibles, montre qu'elles avaient une fonction sacrée. On y pénétrait avec des torches, on traçait les silhouettes dans l'ombre, comme pour inscrire dans la pierre un langage destiné aux esprits plutôt qu'aux vivants. Chaque grotte ornée semble être un sanctuaire, un lieu où le monde visible rencontre l'invisible. D'autres sites confirment cette fonction. À Chauvet, encore plus ancienne que Lascaux, les lions et les rhinocéros s'étendent sur les parois, témoignant d'un art préhistorique d'une sophistication étonnante. Le choix de l'obscurité totale suggère une démarche initiatique. Entrer dans la grotte, c'était peut-être s'arracher au quotidien pour communier avec des forces plus vastes. La grotte devient alors une matrice, une bouche de la terre où l'on renaît, où l'on dialogue avec les ancêtres et les esprits. Mais les sanctuaires souterrains ne se limitent pas à la préhistoire. Dans de nombreuses cultures, creuser sous la terre fut une manière d'entrer en contact avec le divin. À Malte, l'hypogée de Al-Saflieni est un immense complexe souterrain, taillé dans la roche il y a plus de 5000 ans. On y trouve des chambres funéraires, des salles aux parois polies, des peintures rouges encore visibles. Ce lieu n'était pas un simple tombeau, mais un sanctuaire destiné à relier les vivants et les morts. L'acoustique particulière de certaines salles amplifie la voix humaine de façon étrange, comme si le lieu avait été conçu pour provoquer un état de transe. Descendre dans cette hypogée, c'est franchir une frontière vers un espace intermédiaire, hors du temps. En Égypte, sous les Tfra, sous les temples et les pyramides, des couloirs et des chambres furent creusés pour protéger les morts et leurs trésors. Mais ces espaces avaient aussi une valeur symbolique. La descente représentait le voyage de l'âme dans l'au-delà. Chaque galerie, chaque salle cachée, était une étape du passage vers l'éternité. Ces sanctuaires souterrains sont à la fois des tombeaux et des récits, sculptés dans la pierre.
Le mort, en les traversant, accomplissait un voyage cosmique, et ceux qui pénétraient dans ces couloirs descendèrent eux-mêmes dans l'univers invisible des dieux. Plus au nord, dans la Méditerranée, d'autres cultures ont creusé des sanctuaires. En Turquie, à Derinkuyu et dans les cités troglodytiques de Cappadoce, des réseaux souterrains immenses s'enfoncent sur plusieurs niveaux. Ils pouvaient abriter des milliers de personnes. Certains y voient de simples refuges contre les invasions. Mais leur ampleur, leurs puits d'aération, leurs salles organisées, leur donnent aussi un caractère rituel. Descendre sous terre en groupe, s'y rassembler, c'était participer à une expérience collective d'un autre ordre. Ces cités souterraines sont des mondes parallèles, invisibles depuis la surface, mais structurés comme des sociétés entières sous le sol. Les sanctuaires souterrains ne se trouvent pas seulement en Méditerranée. En Inde, les grottes d'Ajanta et d'Ellora témoignent d'un usage sacré des profondeurs. Sculptées dans la roche entre le IIe siècle avant notre ère et le Moyen Âge, elles abritent des temples bouddhiques et hindous entiers, avec des colonnes, des statues, des fresques. Ici, la grotte est devenue cathédrale, travaillée avec une précision incroyable. L'obscurité et la roche massive créent une atmosphère de retrait du monde, propice à la méditation et à la prière. Ces sanctuaires creusés rappellent que l'homme cherche, dans l'épaisseur de la terre, un contact avec ce qui le dépasse. Dans l'Europe chrétienne, les catacombes de Rome et d'autres villes furent à la fois des cimetières et des lieux de culte. Les premiers chrétiens y enterraient leurs morts, mais s'y réunissaient aussi, à l'abri des persécutions. Ces galeries étroites, éclairées par des lampes à huile, étaient remplies d'inscriptions, de symboles, de fresques modestes. Les catacombes étaient un des sanctuaires de clandestinité où la foi se protégeait dans le ventre de la terre. Elles perpétuaient en ceux l'idée ancienne que la descente souterraine était une épreuve initiatique, un passage vers l'invisible. Dans d'autres cultures, les grottes y sont associées à des dieux et à des récits cosmogoniques. Les Mayas considéraient en les cénotes ces gouffres remplis d'eau comme des portes vers l'inframonde. Des offrandes, des objets précieux, parfois des corps humains y furent jetés pour nourrir les divinités. La grotte était perçue comme l'ombilic du monde, un accès direct aux forces invisibles qui régissaient le destin. De même, en Grèce, les oracles se trouvaient souvent dans des cavités, comme celui de Delphes, où la Pythie parlait sous l'effet des vapeurs jaillissant du sol. Le sanctuaire souterrain est toujours lié à une communication avec ce qui échappe à l'homme. Aujourd'hui encore, les grottes continuent de livrer des secrets. Dans certaines cavités profondes, des archéologues ont trouvé des dépôts d'objets, des traces de rituels, des offrandes laissées dans l'obscurité. Ces lieux semblent avoir servi de point de contact entre l'humanité et ce qu'elle percevait comme l'au-delà. Le silence, l'absence de lumière, l'humidité, l'écho des voix, tout concourt à créer une atmosphère propice au sacré. Descendre dans ces espaces, c'est se retirer du monde des vivants, comme pour frôler une autre dimension. Les grottes et sanctuaires souterrains posent une question universelle. Pourquoi tant de cultures ont-elles choisi l'ombre, l'enfouissement, pour leurs lieux les plus sacrés ? Peut-être parce que la terre, dans son épaisseur, incarne le mystère lui-même. Ce que l'on ne voit pas fascine et effraie. Le sol devient une frontière entre le connu et l'invisible. Creuser ou entrer dans une grotte, c'est franchir cette frontière, c'est se rapprocher du secret, des origines et de la fin. Ainsi, depuis les peintures préhistoriques jusqu'aux temples creusés de l'Inde, depuis les hypogées de Malte jusqu'aux catacombes chrétiennes, l'humanité a sans cesse retourné ses pas vers les profondeurs. Les grottes et sanctuaires souterrains nous rappellent que sous nos pieds, dans l'obscurité, dort une mémoire sacrée, un langage ancien que la lumière ne saurait traduire. Chaque descente est une plongée dans l'invisible, un dialogue avec l'inconnu qui nous habite autant qu'il nous entoure. Les glaciers sont des monuments du temps. À la surface, ils paraissent immobiles, massifs, figés dans un silence blanc. Pourtant, ils avancent, respirent, se déplacent imperceptiblement. Leur lenteur est trompeuse. Ils écrivent, grain après grain, couche après couche, une histoire plus vaste que celle des hommes. Dans la glace, chaque hiver dépose une fine strate de neige qui, compressée, devient mémoire. 1000 ans plus tard, 10 000 ans plus tard, cette strate est encore là, prisonnière des couches supérieures. Les glaciers sont des bibliothèques de cristal, des archives translucides où sommeille la trace des climats anciens, des atmosphères oubliées, des cendres volcaniques et même des échos de nos civilisations. Forer dans un glacier, c'est comme lire un livre sans lettres, mais où chaque couche raconte une saison, une catastrophe, un cycle oublié.
Les scientifiques extraient des carottes de glace qui s'enfoncent sur des kilomètres. Dans ces cylindres transparents, on distingue les strates comme des anneaux d'arbres, mais bien plus précis encore. Certaines bulles emprisonnent l'air d'il y a 100 000 ans, parfois plus. C'est un souffle du passé, intact, que l'on peut respirer à travers les instruments. Grâce à ces bulles, nous savons comment varier l'atmosphère avant l'ère industrielle, comment les glaciations et les réchauffements se succédaient, comment l'équilibre fragile de la Terre a vacillé à travers les âges. Dans l'Antarctique, la glace conserve la mémoire de plusieurs centaines de milliers d'années. C'est un miroir du temps, une archive qui dépasse de loin l'histoire écrite. Au Groenland, les carottes révèlent les soubresauts du climat nordique, des périodes de réchauffement brusques, des refroidissements soudains. Ces variations racontent la fragilité de la vie, la capacité des civilisations à s'adapter ou à disparaître. Dans le silence glacé, chaque bulle d'air est une voix minuscule, un témoignage des mondes passés. Mais la glace ne conserve pas seulement l'air, elle garde aussi les traces des cataclysmes. Dans certaines couches, on retrouve des poussières volcaniques, témoins d'éruptions qui assombrirent le ciel et bouleversèrent les récoltes à des milliers de kilomètres. D'autres strates contiennent du pollen, transporté par le vent et figé dans le cristal. Ces grains microscopiques racontent quelles plantes poussaient alors, quelles forêts couvraient dans la terre, quels paysages nos ancêtres connaissaient. Parfois, on retrouve même des particules plus sombres venues sur des activités humaines anciennes, traces de charbon, de métaux, signes que même nos lointains prédécesseurs ont laissé une empreinte dans la glace. Les glaciers sont aussi des tombeaux. Dans leur profondeur, ils conservent des corps figés dans une éternité translucide. Le plus célèbre est sans doute Ötzi, l'homme des glaces, découvert dans les Alpes en 1991. Il avait vécu il y a plus de 5000 ans. Son corps, ses vêtements, ses outils étaient restés intacts, comme si le temps s'était arrêté au moment de sa mort. Ötzi nous révèle un monde disparu, une humanité ancienne figée par le froid. Mais il n'est pas le seul. D'autres corps de chasseurs, de soldats, d'animaux préhistoriques émergent parfois des glaciers en fonte. Chaque découverte est un fragment d'histoire, préservé avec une précision troublante. La glace conserve aussi des villes entières, mais invisibles. Sous l'inlandsie antarctique, certains chercheurs soupçonnent l'existence de paysages engloutis, de montagnes, de vallées, de lacs. Le poids de la glace les a recouverts depuis des millions d'années. Si des traces de vie ancienne s'y trouvent, elles dorment encore, prisonnières d'une épaisseur qui nous dépasse. Le glacier agit comme un voile, cachant à la fois le passé géologique et peut-être des secrets plus récents, des témoins de périodes que nous ne connaissons pas. Dans la mémoire des peuples, les glaciers apparaissent peu souvent comme des gardiens. Les cultures de montagne les considéraient avec respect et crainte. Dans les Andes, certaines communautés voyaient les glaciers comme des dieux, dispensateurs d'eau mais aussi source de colère lorsqu'ils se brisaient. Dans l'Himalaya, les glaciers sont associés aux demeures des divinités, lieux sacrés interdits aux profanations. Leur blancheur, leur silence, leur immensité en faisaient des symboles du sacré, mais aussi de l'oubli. Descendre dans leurs crevasses, c'était entrer dans un autre monde, un monde hors du temps. Ce qui fascine dans la mémoire des glaciers, c'est qu'elle n'est pas immobile. La glace bouge, glisse, se fracture. Les strates se plient, se déplacent lentement. Pourtant, l'information reste inscrite. C'est comme un livre mouvant qui se réécrit sans jamais effacer complètement ses pages. Même brisés, les glaciers conservent des morceaux de mémoire, des blocs de glace qui flottent à la dérive, emportant avec eux un fragment de l'histoire du climat et de l'humanité. Les icebergs détachés des banquises sont comme des chapitres arrachés qui errent dans les océans avant de disparaître. Mais cette mémoire est en péril. La fonte accélérée des glaciers, partout dans le monde, libère trop tôt ces archives fragiles. Les bulles d'air se dissolvent, les strates s'effacent, les corps figés se dégradent. Ce qui devait rester scellé pour des millénaires se dévoile précipitamment avant d'être détruit. Les glaciers, en disparaissant, nous offrent leurs secrets mais les perdent aussitôt. Nous assistons à une ouverture forcée du livre glacé, dont les pages se désagrègent, au moment même où nous essayons de les lire. Et pourtant, cette fragilité accentue le mystère, car chaque fois que la glace cède, elle nous révèle quelque chose d'inattendu. Dans la Sibérie, des mammouths entiers apparaissent avec leurs fourrures, leurs organes, leur dernier repas encore intact dans l'estomac. Dans les Alpes, de nouveaux sentiers émergent, dévoilant des vestiges humains.
Dans l'Arctique, des couches de glace révèlent des pollutions industrielles du XIXe siècle, figées comme une cicatrice. Tout cela montre que la glace est bien plus qu'un simple dépôt naturel. Elle est une archive totale, un coffre-fort du temps. Imaginer la mémoire des glaciers, c'est se représenter des siècles accumulés dans un silence parfait. Contrairement au sol ou à la mer, la glace garde avec une fidélité unique. Elle n'efface pas, elle n'altère presque pas. Elle enferme, elle préserve, elle attend. Chaque carotte de glace forée est un récit que l'on déroule lentement, millimètre par millimètre. Dans ces cylindres transparents, on lit non seulement la nature, mais aussi la trace de nos premiers pas, comme civilisation. La glace nous montre que nous avons toujours modifié notre environnement, même de façon infime, et que cette empreinte ne disparaît jamais vraiment. Ainsi, marcher sur un glacier, c'est marcher sur une bibliothèque muette, une mémoire enfouie qui se poursuit bien au-delà de notre histoire écrite. Sous la blancheur uniforme se cachent des millénaires de souffle, de poussière, de pollen, de cendres, de voix. La glace est un miroir froid, qui reflète l'infini des temps passés et la fragilité de notre présent. Chaque fissure, chaque fonte, chaque révélation nous rappelle que la mémoire des glaciers est aussi notre mémoire, et qu'elle s'efface au moment même où nous commençons à la comprendre. Depuis les premières paroles murmurées autour du feu, l'humanité raconte ses origines et ses pertes à travers des récits qui échappent au temps. Les mythes, bien plus que des fables, sont des miroirs de mémoire. Ils ne disent pas seulement ce qui fut, mais ce que les peuples ont choisi de ne pas laisser disparaître. Ils parlent de dieux, de catastrophes, de mondes engloutis, mais derrière leur langage symbolique, on devine souvent l'ombre d'événements réels, transmis sous une forme allégorique. Le mythe n'est pas un mensonge, il est une mémoire masquée, un souvenir qui a traversé les siècles sous le voile du sacré. L'un des plus puissants de ces récits est celui de l'Atlantide. Platon en parle comme d'une grande île au-delà des colonnes d'Hercule, riche et avancée, engloutie en une seule nuit par la mer. Les historiens débattent encore. S'agit-il d'une pure invention philosophique ou bien d'un souvenir déformé d'une catastrophe réelle comme l'explosion de Santorin qui détruisit la civilisation minoenne ? Quoi qu'il en soit, l'Atlantide demeure l'archétype des mondes perdus, le mythe qui incarne l'idée même d'une civilisation effacée par le temps et la nature. Sa persistance dans l'imaginaire collectif révèle une peur et un désir, peur de l'oubli, désir d'un âge d'or disparu. Mais l'Atlantide n'est pas seule. Les traditions hindoues parlent de continents engloutis, comme Kumari Kandam, une terre immense disparue sous l'océan Indien, jadis décrite comme le berceau d'antiques dynasties. Les récits Tomaya évoquent dans des mondes successifs, détruits par le feu, par l'eau, par le vent, chacun effacé avant que le nôtre n'apparaisse. Les mythes nordiques racontent le Ragnarök, la fin des dieux et des hommes, suivi d'une renaissance. Ces récits, si différents en apparence, partagent une même structure. Un monde ancien existe, il prospère, puis il est anéanti et oublié, ne survivant que dans la mémoire sacrée. Le déluge était peut-être le mythe le plus universel. Dans la Bible, Noé construit son arche pour sauver l'humanité et les espèces animales. Dans l'épopée de Gilgamesh, bien plus ancienne, un sage nommé Utanapishti échappe à une inondation envoyée par les dieux. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha repeuplent la terre après un cataclysme. Les peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, tous racontent des histoires de semblables. La terre fut recouverte par les eaux, les survivants furent rares et tout recommença. Ce motif répété intrigue les chercheurs. Est-il la trace déformée d'événements réels, de catastrophes climatiques liées à la fin de la dernière glaciation, lorsque les mers montèrent brutalement ? Ou bien est-il une métaphore universelle de la fragilité humaine face au chaos de la nature ? Peut-être les deux. Les mythes ne parlent pas seulement de catastrophes, ils parlent aussi de lieux cachés. Dans les traditions celtiques, on raconte l'existence d'îles merveilleuses, invisibles aux yeux des mortels, comme Avalon ou Tir Na Nog, des royaumes de jeunesse éternelle situés quelque part au-delà de la mer. En Asie, les récits bouddhiques évoquent un Shambhala, un royaume secret niché dans les montagnes, inaccessible aux non-initiés où la sagesse est préservée. Ces légendes parlent de territoires invisibles, mais leur fonction est au clair. Elles rappellent que la mémoire des civilisations perdues n'est jamais totalement effacée. Elle survit, quelque part, dans des lieux que seuls les récits peuvent atteindre. Dans certaines cultures, le mythe est un outil de transmission. Quand une catastrophe détruit un peuple, quand une migration arrache des familles à leur terre, la mémoire passe dans le récit. Ainsi, les aborigènes d'Australie conservent
dans leurs chants et leurs histoires, des descriptions précises de paysages côtiers, tels qu'ils étaient avant que la mer ne monte. Ces récits, transmis oralement pendant des millénaires, correspondent parfois aux données géologiques modernes. Le mythe devient alors archive. Il garde l'empreinte d'événements réels, mais traduits dans un langage sacré. Il y a dans le mythe une double nature. D'un côté, il protège la mémoire, de l'autre, il l'enveloppe d'oubli. Car ce qu'il raconte n'est jamais exact, toujours symbolique. En se transmettant, le récit se transforme, s'adapte, se mêle d'images nouvelles. Pourtant, il garde un noyau qui persiste. C'est ce noyau qui fascine, ce souvenir enfoui, toujours présent, mais jamais totalement accessible. Le mythe est une énigme, un message partiellement effacé que chaque génération tente de relire à sa manière. Les mythes d'oubli révèlent aussi notre rapport au temps. Nous savons que tout s'efface, que les civilisations disparaissent, que les monuments se décomposent. Mais le mythe affirme qu'il reste toujours quelque chose, une trace transmise autrement. Les pierres se brisent, les bibliothèques brûlent, mais l'histoire survit dans une parole, dans une légende, dans une chanson. Ainsi, même quand les cités sont ensevelies ou englouties, elles ne sont jamais totalement mortes. Elles vivent encore dans l'imaginaire collectif, comme des fantômes persistants. Certains chercheurs parlent de mythes fossiles. Ce sont des récits qui paraissent fabuleux, mais qui contiennent en filigrane des souvenirs d'événements réels. Les géologues trouvent parfois une correspondance entre une légende et une donnée physique. Une éruption volcanique évoquée dans un mythe polynésien. Une inondation mémorisée dans un champ amazonien, une montagne sacrée qui correspond à un ancien cratère. Cela suggère que les mythes ne sont pas seulement des inventions, mais des archives inconscientes. Ils prolongent dans la mémoire humaine là où l'écriture n'existait pas encore. Mais les mythes parlent aussi d'un oubli volontaire. Certaines civilisations ont peut-être préféré recouvrir certains faits de symboles, transformer des réalités douloureuses en récits sacrés pour qu'elles soient plus supportables. Une destruction, une chute, une migration peuvent devenir, dans le langage du mythe, une volonté divine, un châtiment, une renaissance. L'oubli est alors une forme de survie. On ne se souvient pas exactement, mais on transmet l'essence de l'événement. C'est pourquoi tant de mythes évoquent à la fois la perte et la renaissance. Ce qui est assez frappant, c'est la similitude des récits à travers les continents. Des peuples séparés par des océans, sans contact connu, racontent des histoires semblables, des déluges, des cités disparues, des terres englouties, des mondes anciens effacés. Cette convergence suggère une mémoire commune, un écho partagé de catastrophes vécues par l'humanité entière. Le mythe devient ainsi une sorte de mémoire collective de l'espèce, un langage universel pour exprimer la peur de l'oubli. Les mythes, enfin, nous renvoient à nous-mêmes. Quand nous les lisons, quand nous les écoutons, nous ne voyons pas seulement un passé enfoui, mais aussi une projection de notre présent. Car chaque civilisation se sent menacée par l'oubli, par la possibilité de disparaître à son tour. Les mythes anciens, en parlant des mondes effacés, nous rappellent que nous ne sommes pas différents. Nous aussi, nous laisserons derrière nous des ruines, des récits, des traces incertaines. Et peut-être qu'un jour, nos propres histoires deviendront des mythes, racontés par des voix lointaines, transformés, déformés, mais porteurs d'un souvenir essentiel, celui que rien ne dure, mais que tout se transmet. Depuis toujours, les hommes dessinent le monde. La carte est une tentative de maîtriser l'espace, de fixer l'inconnu, de réduire l'infini à une image que l'on peut lire et transmettre. Mais certaines cartes défient la logique de leur temps. Elles montrent des rivages qui n'auraient pas dû être connus, des continents qui semblent anticiper, des découvertes faites des siècles plus tard, des terres effacées de notre mémoire collective. Ces documents, souvent ignorés ou rejetés, sont des fissures dans notre compréhension du passé. Ils suggèrent l'existence de savoirs disparus, de civilisations dont les traces se sont effacées, mais dont la mémoire persiste sous la forme d'une géographie impossible. L'exemple le plus célèbre est sans doute la carte de Piri Reis. Ce navigateur et amiral ottoman du XVIe siècle composa une carte du monde en 1513, à partir de sources multiples aujourd'hui perdues. Conservée partiellement à Istanbul, elle intrigue encore. On y reconnaît avec une grande précision les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, alors même que ces rivages n'avaient été que partiellement explorés par les Européens. Plus mystérieux encore, la carte semble représenter la partie nord de l'Antarctique, non pas couverte de glace comme aujourd'hui, mais telle qu'elle aurait pu apparaître libre de ces glaces.
Comment un marin du XVIe siècle aurait-il pu disposer d'informations aussi précises sur une terre inconnue et sous une forme géographique qui ne correspond plus à notre époque? Certains avancent l'idée qu'il aurait eu accès à des documents beaucoup plus anciens, hérités d'une tradition cartographique perdue. La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. D'autres documents anciens, comme les cartes d'Oronteus Phineus ou celles de Philippe Buach, présentent dans des tracés étranges, montrant des régions antarctiques ou des continents engloutis. Les géographes modernes y voient parfois des erreurs d'interprétation, des extrapolations fantaisistes. Mais pour d'autres, ces cartes sont les vestiges d'un savoir géographique ancien, transmis à travers les siècles, puis oublié. Elles alimentent l'idée qu'une civilisation, bien avant les nôtres, aurait parcouru et cartographié la Terre avec une précision que nous ne comprenons pas encore. Ces cartes impossibles rejoignent des traditions mythologiques. Les Grecs parlaient en d'Hyperborée, une terre mystérieuse située au nord extrême, baignée d'une lumière éternelle. Les récits chinois évoquent des contrées lointaines, au-delà des océans connus. Dans de nombreuses cultures, on trouve des allusions à des continents perdus, disparus avant l'histoire écrite. Les cartes anciennes pourraient être les échos graphiques de ces récits, des souvenirs transformés en tracés géométriques, transmis sans que leur origine véritable soit comprise. Mais la question n'est pas seulement de savoir si ces cartes sont exactes. Leur mystère réside aussi dans la façon dont elles brouillent la frontière entre mémoire et oubli. Elles apparaissent comme des fragments d'un savoir qui ne nous appartient plus. Même si elles ne correspondent pas parfaitement à nos connaissances modernes, elles témoignent d'un effort ancien pour décrire un monde plus vaste que celui reconnu à l'époque. Et cet effort suggère qu'il y eut, quelque part, une mémoire géographique plus profonde, effacée de nos chronologiques officielles. Au-delà des cartes, certaines structures anciennes interrogent aussi notre rapport à la géographie. Les alignements monumentaux de Nazca, au Pérou, tracent sur le sol des figures visibles uniquement depuis le ciel. Pourquoi ces dessins, et comment les peuples qui les ont réalisés concevaient-ils l'espace? À une époque où l'aviation n'existait pas, ces géométries semblent faites pour un regard aérien, comme si la cartographie était pensée non pas depuis la Terre, mais depuis le ciel. Là encore, l'impression est celle d'un savoir étrangement avancé, lié à une perception du monde que nous avons perdu. Dans d'autres régions, des cartes gravées dans la pierre posent vos questions. Les pierres d'Ica, bien que controversées, portent des gravures qui montrent des continents, des routes, des scènes énigmatiques. Si certaines sont des faux récents, d'autres intriguants par leur ancienneté apparente et leur contenu. On retrouve aussi, dans certaines traditions amérindiennes ou africaines, des représentations du monde qui incluent des terres aujourd'hui englouties ou inaccessibles. Ces représentations ne sont pas forcément des cartes au sens moderne, mais elles traduisent une mémoire spatiale, une conscience de territoire perdu. Le mystère des cartographies impossibles ne repose pas seulement sur la précision géographique, il repose sur le fait qu'elles ne devraient pas exister dans le cadre de notre chronologie historique. Elles brisent le fil de ce que nous croyons savoir. Si l'Antarctique a réellement été représentée avant sa découverte officielle, cela suppose que des navigateurs l'ont vu bien avant. Mais comment ? Et surtout, pourquoi ce savoir s'est-il perdu, ne laissant que des fragments énigmatiques? On pourrait voir dans ces anomalies des erreurs accumulées, des coïncidences. Mais leur récurrence alimente l'idée d'un oubli plus profond, celui d'une humanité plus ancienne capable de parcourir le globe, puis effacée par le temps, par les catastrophes, par les révolutions de l'histoire. Les cartes impossibles seraient alors les ultimes traces de cette mémoire, transmise sans que ceux qui la recopient n'en comprennent l'origine. Comme des manuscrits copiés d'âge en âge, elles portent un savoir fossile, qui échappe à notre logique. Il est aussi possible que la fascination que nous éprouvons pour ces cartes vienne de notre propre angoisse. Nous redoutons l'oubli. Nous pressentons que nos civilisations, elles aussi, peuvent disparaître, ne laissant que des fragments incohérents. Peut-être que dans quelques millénaires, nos propres cartes sembleront étranges, incompréhensibles, à des yeux lointains. Elles paraîtront montrer des territoires disparus, des tracés impossibles, comme si nous avions eu accès à des savoirs oubliés. Ce que nous voyons comme mystère dans les cartes anciennes est peut-être le reflet de notre propre fragilité face au temps. Les cartographies impossibles ne sont pas seulement des énigmes géographiques, elles sont des miroirs du silence. Elles rappellent que le savoir peut disparaître presque entièrement, ne laissant que des indices infimes. Une carte fragmentaire, un tracé déformé, une mention dans un manuscrit. Voilà ce qui nous reste parfois d'un monde entier.
L'immensité de ce que nous ne connaissons pas se dessine dans les vides entre les lignes, dans les silences entre les rivages. Ainsi, les civilisations perdues ne se révèlent pas toujours par des ruines visibles. Parfois, elles apparaissent seulement comme des ombres sur un parchemin, comme un rivage dessiné trop tôt. Le mystère des cartes impossibles n'est pas seulement dans ce qu'elles montrent, mais dans ce qu'elles laissent deviner, une histoire plus ancienne que la nôtre, une mémoire engloutie que nous n'arrivons pas à déchiffrer. L'Amazonie est depuis longtemps perçue comme un monde sauvage, une immensité verte où la nature règne en maîtresse absolue. Ses fleuves semblent infinis, sa canopée forme un toit impénétrable et sa densité étouffe les repères humains. Pendant des siècles, les explorateurs venus d'Europe y ont vu un territoire vierge, inhospitalier, rétif à la civilisation. Mais derrière cette apparente virginité se cache une vérité plus complexe. Sous les arbres, dans la terre sombre, dorment les vestiges d'un monde oublié. L'Amazonie n'a pas toujours été un désert humain. Elle fut, bien avant la colonisation, le théâtre de sociétés nombreuses, organisées, capables de transformer leur environnement à une échelle qui étonne encore les chercheurs. Cette idée, longtemps rejetée, a commencé à s'imposer grâce à une série de découvertes récentes. Les premières de traces vinrent du sol lui-même. Dans de vastes zones de la forêt, les chercheurs ont identifié une terre d'une fertilité inhabituelle, appelée Terra Preta, la terre noire. Contrairement au sol pauvre et acide qui domine la région, cette terre est riche en nutriments, en charbon de bois, en fragments de poterie. Elle n'est pas naturelle, elle a été créée par des sociétés humaines qui mélangeaient déchets organiques, restes de foyers et matières minérales pour fabriquer un sol durablement fertile. Cette invention d'une efficacité étonnante montre que des populations nombreuses pouvaient être cultivées et prospérer au cœur de la forêt. Mais le sol ne dit pas tout. Ce qui est invisible depuis la surface se révèle grâce aux nouvelles technologies. Le lidar, un système de balayage laser capable de percer la canopée, a transformé notre perception. En quelques années, il a révélé l'existence de structures monumentales, des réseaux de routes droites, des géoglyphes géométriques, des levées de terre, des places circulaires. Ces formes parfaitement organisées ne peuvent être que le produit d'une société complexe. Elles montrent que l'Amazonie n'était pas une forêt sauvage intouchée, mais un paysage anthropisé, sculpté par des générations d'hommes. Ces découvertes bouleversent une vision profondément enracinée. Pendant des siècles, l'idée dominante fut que la forêt amazonienne était trop hostile pour abriter de grandes civilisations. On pensait que seules de petites tribus de chasseurs-cueilleurs pouvaient en y survivre. Mais les indices révèlent autre chose. Avant l'arrivée des Européens, des millions d'habitants vivaient ici, organisés en réseaux étendus. Les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle, comme Francisco de Orellana, avaient décrit des cités, des routes, des villages florissant le long du fleuve Amazone. Mais leurs récits furent tant longtemps considérés comme des exagérations, des fables nées constamment de l'illusion. Aujourd'hui, la science redonne du crédit à ces témoignages. Ce que les Européens ont aperçu n'était pas un mirage, mais la dernière lueur d'un monde immense, bientôt effacé par les maladies et la colonisation. Les géoglyphes découverts dans l'état d'Acre, au Brésil, sont parmi les plus impressionnants. Vus du ciel, ils dessinent des cercles, des carrés, des figures géométriques de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Creusés dans le sol, bordés de fossés et de levées de terre, ils évoquent donc des lieux de rassemblement, peut-être rituels. Leur précision et leur ampleur témoignent d'une organisation sociale avancée. On en a identifié des centaines, et beaucoup dorment encore sous la forêt. Ils ne sont visibles qu'après le déboisement ou grâce au regard perçant des lasers. Ainsi, ce que nous appelions « vide » se révèle soudain comme une archive enfouie, masquée par l'épaisseur végétale. D'autres indices viennent des rivières elles-mêmes. Des canaux anciens, des digues, des systèmes d'irrigation ont été retrouvés, prouvant que ces peuples savaient maîtriser l'eau, contrôler les crues, aménager leur environnement. L'Amazonie apparaît alors non pas comme un obstacle à la vie, mais comme un espace façonné par l'intelligence humaine. Des sociétés entières ont vécu ici, se sont adaptées à la forêt et ont prospéré en l'intégrant à leur culture. Le mythe de l'Amazonie vierge s'effondre, remplacé par l'image d'une région jadis habitée et transformée. Pourtant, malgré ces découvertes, les vestiges restent presque invisibles. La forêt a repris ses droits, effaçant les traces à la surface. Les routes sont devenues des clairières, les villages des amas de terre indistincts, les temples des monticules couverts de végétation.
L'oubli est presque total. Ce n'est que grâce aux nouvelles méthodes scientifiques que l'on commence à entrevoir la grandeur de ce passé. L'Amazonie cache ses cités dans son épaisseur verte, comme si elle avait choisi de protéger leur mémoire sous un manteau de feuilles et de racines. Cette invisibilité a nourri des mythes. Pendant longtemps, les explorateurs parlèrent d'El Dorado, une cité fabuleuse cachée au cœur de la forêt, faite d'or et de richesses inouïes. Ce mythe entraîna des expéditions tragiques, des morts innombrables et une quête sans fin. Mais derrière cette image fantasmatique se cachait peut-être un souvenir réel, celui de sociétés florissantes dont les vestiges demeuraient invisibles à ceux qui ne savèrent pas les voir. L'Eldorado n'existait pas sous la forme décrite par les conquistadors, mais l'Amazonie abritait bel et bien des mondes aujourd'hui disparus. La question demeure, jusqu'où s'étendait cette organisation ? Combien de villes, combien de réseaux de routes dorment encore sous la canopée ? Certains chercheurs estiment que l'Amazonie pourrait avoir abrité des populations aussi nombreuses que celles de l'Europe médiévale. Si cela était vrai, alors nous avons oublié non pas quelques villages, mais une civilisation entière, effacée en quelques générations. Le silence qui règne aujourd'hui dans la forêt est peut-être celui d'un continent fantôme, recouvert d'un manteau vivant qui masque ses ruines. Les peuples indigènes actuels sont les héritiers de cette mémoire. Leurs traditions, leurs récits, leurs pratiques agricoles gardent parfois la trace de savoirs anciens. La culture de la terra preta, par exemple, montre une continuité avec des techniques millénaires. Mais l'oubli est profond et les traumatismes de la colonisation ont rompu la transmission. Les ruines invisibles de l'Amazonie ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi culturelles, enfouies dans la perte des langues, des récits, des gestes. Ce que nous découvrons aujourd'hui n'est sans doute qu'un fragment. L'Amazonie demeure immense, encore largement inexplorée. Chaque année, les technologies révèlent de nouveaux indices, élargissant l'image de ce monde disparu. Mais le mystère reste entier. La forêt, par sa densité, protège ses ruines comme un coffre-fort végétal. Elle garde pour elle les cicatrices d'un passé oublié, les offre parfois à notre curiosité, puis les recouvre aussitôt. Comme le sable du désert, comme les eaux de l'océan, l'Amazonie est un gardien d'oubli. Ses ruines sont là partout, mais elles se dissimulent sous un manteau de vie exubérante. Ainsi, marcher dans la forêt, c'est fouler des cités invisibles. Chaque arbre, chaque liane, chaque racine s'élève sur un sol chargé de mémoire. Le voyageur ne voit que la nature, mais sous ses pas dorment les vestiges d'une humanité disparue. L'Amazonie nous rappelle alors que l'absence de traces visibles ne signifie pas l'absence de passé. Le silence n'est pas vide, il est mémoire dissimulée, attente, mystère. Le désert paraît nu, sans mémoire. Il s'étend comme une mer immobile, où rien ne semble subsister, sinon la pierre et le sable. Pourtant, derrière ce voile minéral, des cités entières dorment encore. Elles ont disparu de la surface, avalées par le vent, la sécheresse et l'abandon, mais elles ne sont pas détruites. Elles subsistent, fantomatiques, sous les dunes, comme si le désert avait voulu les effacer de la vue des hommes tout en les conservant dans ses profondeurs. Les villes fantômes du désert sont des énigmes silencieuses, à la fois absentes et présentes, invisibles mais intactes. L'une des plus fascinantes se trouve en Chine, au cœur du désert du Taklamakan. Là, la route de la soie traversait autrefois un réseau de cités prospères, oasis vivantes, où les caravanes s'arrêtaient avant de repartir vers l'ouest. Loulan fut l'une de ces cités. Mentionnée dans des chroniques anciennes, elle disparut mystérieusement au IIIe siècle. Redécouverte au XXe siècle, elle apparut comme une ville figée dans le sable, des maisons de briques séchées, des temples, des objets précieux abandonnés. Le vent avait recouvert les rues, les avait fossilisées sous une couche protectrice. Loulan, morte depuis des siècles, semblait encore respirer dans son silence. Plus au sud, le désert de Gobi recèle lui aussi des traces de villes effacées. Les chroniques parlent de forteresses mongoles, de monastères bouddhiques, de cités qui prospéraient avant de sombrer sous l'aridité croissante. Certaines ruines se dressent encore, isolées, comme des épaves dans une mer asséchée. D'autres ne sont visibles que grâce aux fouilles ou aux photographies aériennes. Ces cités sont des fantômes, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles existent sans être vues. Le désert les garde dans son immensité muette, loin des regards. Le Sahara lui aussi cache ses villes mortes. Tombouctou, aujourd'hui encore habitée, fut jadis une cité rayonnante au carrefour des routes commerciales. Mais autour d'elle, de nombreuses villes se sont effacées. Les chroniqueurs arabes évoquent des cités florissantes, aujourd'hui introuvables.
Les sables du Mali, du Niger, de la Mauritanie recouvrent des bibliothèques entières, des maisons de pierre, des mosquées effondrées. Certaines réapparaissent parfois après une tempête, avant d'être à nouveau englouties. Le désert écrit et efface avec la même main. Dans les marges arides du Moyen-Orient, on retrouve le même phénomène. La ville d'Atra, en Irak, fut une capitale religieuse et militaire de l'Antiquité. Ses murs épais résistèrent aux assauts baranto-romains, mais pas autant. Abandonnée, elle fut envahie par le sable. Aujourd'hui, elle ressurgit comme une silhouette fantomatique au milieu du désert, ses colonnes brisées se projetant des ombres dans la poussière. Palmyre, en Syrie, partage une histoire semblable. Jadis carrefour, prospère des routes caravanières, elle fut engloutie par les sables après son abandon. Redécouverte au XIXe siècle, elle apparut comme un décor de pierre figé dans le néant, rappelant que la prospérité la plus éclatante peut devenir poussière en quelques siècles. Mais toutes les villes fantômes ne sont pas des ruines visibles. Certaines ne se révèlent qu'à travers les technologies modernes. Les images satellites montrent des traces de murs, de rues, de réseaux hydrauliques effacés à la surface mais encore présents sous le sable. Dans certaines régions du Sahara, des chercheurs ont identifié les vestiges de grandes villes médiévales, dont les noms se sont perdus. Le désert les a avalés si complètement que même la mémoire des peuples voisins les a oubliés. Elles dorment, anonymes, dans un silence plus profond encore que celui des ruines connues. Les villes fantômes du désert ne sont pas toutes anciennes. Certaines datent d'époques récentes, abandonnées après un bouleversement climatique ou économique. Dans le désert du Namibe, en Namibie, Kolmanskop fut une ville minière prospère au début du XXe siècle, née de la ruée vers les diamants. Mais lorsque les gisements s'épuisèrent, elle fut désertée. Aujourd'hui, ces maisons coloniales sont envahies par le sable, leurs intérieurs transformés en dunes silencieuses. Chaque pièce est un mélange de murs effondrés et de sable mouvant, comme si la nature reprenait lentement possession de la mémoire humaine. Ces ruines modernes rappellent que le désert n'a pas besoin de siècles pour créer des fantômes. Quelques décennies suffisent. Les mythes eux-mêmes parlent de villes effacées par les déserts. Dans la péninsule arabique, le Coran mentionne la cité d'Iram, la cité aux colonnes, détruite pour son arrogance et recouverte par le sable. Longtemps considérée comme une légende, elle a fini par trouver une correspondance dans les ruines de Dubar, découvertes grâce à l'imagerie satellite. Là encore, le mythe rejoignait la réalité. Le désert avait bien effacé une cité entière, la transformant en fantôme pour des siècles. Ce qui frappe dans ces villes, c'est leur double état. Elles sont à la fois absentes et présentes. Absentes car plus personne n'y vit, plus personne n'en prononce le nom. Présentes car leurs murs subsistent, parfois intacts, sous le sable. Elles ne sont pas des disparitions complètes, mais des effacements partiels, des présences voilées. Le désert agit comme un gardien jaloux, cachant ses cités tout en les protégeant. Sans lui, elles auraient peut-être été détruites. Grâce à lui, elles dorment encore. La vie elle-même s'y accroche parfois. Des villages modernes naissent à côté des ruines anciennes, utilisant les mêmes puits, les mêmes canaux, les mêmes routes. Les fantômes des cités anciennes servent alors de fondation aux vivants. Le désert est plein de ces strates superposées, une ville morte sous une ville vivante, une mémoire enfouie sous un présent fragile. Cela renforce l'impression que chaque pas dans le désert est posé sur un monde oublié, chaque dune recouvre un passé encore vibrant. Ce silence du désert lourd et étouffant ajoute à l'étrangeté des villes fantômes. Donc, contrairement aux forêts, aux océans, aux glaciers, le désert n'abrite presque aucun bruit. Le vent seul chante et son souffle efface les contours. Dans ce vide sonore, les ruines paraissent irréelles. On marche dans des rues désertées depuis des siècles, et l'on entend seulement ses propres pas. Les fantômes ne se manifestent pas par des apparitions, mais par ce silence absolu, cette absence de vie qui fait de chaque cité abandonnée un théâtre vide. Mais le plus grand mystère des villes fantômes du désert est peut-être leur nombre. Combien dorment encore sous les sables, inconnus, invisibles? Les archéologues pensent donc que des centaines de cités se cachent dans les grandes étendues arides du Sahara, de l'Arabie, de l'Asie centrale. Certaines furent abandonnées à cause de changements climatiques, d'autres à cause de guerres, d'autres encore par épuisement de leurs ressources. Toutes furent englouties par la poussière et le vent. Aujourd'hui, elles ne vivent plus que comme murmures, comme rumeurs, comme échos d'un passé que l'on devine sans le voir.
Ainsi, les déserts sont des bibliothèques paradoxales. Ils effacent la mémoire à la surface, mais la conservent en profondeur. Ils transforment les villes en fantômes, invisibles aux voyageurs, mais présentes dans l'ombre du sable. Traverser un désert, c'est marcher dans une immensité d'oubli, mais aussi sur des couches de mémoire intactes. Les villes fantômes sont là, partout, invisibles mais réelles, comme des cicatrices cachées sous la peau du monde. Parmi toutes les matières que la Terre offre aux hommes, la pierre est celle qui endure le plus longtemps. Le bois pourrit, le métal rouille, l'argile se brise, mais la pierre demeure, témoin immobile des siècles. Elle essaie la matière de la durée, le support de la mémoire. C'est pourquoi, depuis les premiers temps, les hommes l'ont choisi pour inscrire leurs traces, bâtir leurs sanctuaires, ériger leurs monuments. Et c'est aussi pourquoi, encore aujourd'hui, ce sont les pierres qui parlent le plus clairement des civilisations disparues. Elles sont les gardiennes silencieuses d'histoires effacées, patientes sentinelles dressées contre l'oubli. Dans les plaines d'Angleterre, les cercles de Stonehenge se dressent toujours, mystérieux, malgré plus de 4000 ans d'érosion et de pluie. Les pierres se les sont massives, déplacées depuis des carrières lointaines, assemblées en un ordre dont le sens nous échappe encore. Étaient-elles un calendrier, un temple, un lieu de rassemblement ? Nous l'ignorons. Mais leur présence intacte impose le respect. Les hommes qui les ont érigées ont disparu, leurs villages se sont effacés, leurs paroles sont perdues. Pourtant, les pierres tiennent encore, défiant le temps, rappelant que quelque chose a existé ici qui nous dépasse. Plus loin, en Égypte, les pyramides de Gizeh dominent toujours le désert. Construites il y a plus de 4000 ans, elles conservent une perfection géométrique troublante. Leur masse colossale, assemblée de millions de blocs, résiste au vent, au sable, au siècle. Les rois qu'elles abritaient ont perdu leur pouvoir, leurs dynasties se sont effondrées, mais les pyramides le sont là, immuables. Elles sont devenues ceintes des montagnes artificielles des repères éternels dans le paysage. La pierre a survécu à tout, aux hommes, aux empires, aux religions. Elle garde dans son silence l'énigme de leur conception, comme si elle refusait de révéler totalement ses secrets. En Amérique du Sud, les Andes sont couvertes de pierres monumentales, assemblées avec une précision qui défie notre compréhension. À Sacsayhuaman, près de Cusco, des blocs gigantesques, taillés avec une exactitude millimétrique, s'emboîtent sans mortier. Leur surface polie, leurs angles parfaits, leur poids colossal posent une question. Comment des hommes, sans machines modernes, ont-ils pu déplacer et assembler de telles masses ? Les Incas, et peut-être leurs prédécesseurs, savaient en des choses que nous avons oubliées. La pierre, encore une fois, garde ce savoir sans le livrer. Elle conserve la trace du geste, mais pas la mémoire du procédé. Plus au sud, à Tiwanaku, en Bolivie, les ruines de Pumapunku présentent des blocs aux formes géométriques d'une régularité étonnante. Certains ont vu dans ces structures l'empreinte d'une civilisation inconnue, plus ancienne que les Incas. D'autres y reconnaissent simplement le génie d'artisans passés. Mais quelle que soit l'explication, le mystère demeure. La pierre conserve ce que l'histoire a effacé. Elle impose sa présence comme une énigme vivante, rappelant que nos savoirs ne sont jamais complets. Dans l'île de Pâques, les Moai, statues colossales de pierres volcaniques, veillent encore sur des terres isolées. Dressés il y a plusieurs siècles, ils fixent l'horizon de leurs visages impassibles. Leur signification exacte échappe encore, symbole d'ancêtres, incarnation de chefs, protecteurs du peuple. Ils se tiennent là, témoins muets d'une société qui a connu sa gloire puis son effondrement. Les hommes de l'île ont changé, leurs traditions ont été brisées, mais la pierre demeure inaltérable. La pierre garde aussi les écritures, ses voix transformées en signes. À travers les hiéroglyphes égyptiens, les inscriptions mayas, les runes de Scandinave, elle nous transmet des paroles venues d'un autre âge. Les papyrus et les parchemins se sont perdus, mais les gravures sont restées. Elles attendent patiemment que des chercheurs les déchiffrent, redonnant voix à des peuples disparus. Chaque lettre gravée dans la roche est une victoire sur l'oubli, un souffle figé qui traverse les millénaires. Mais la pierre n'est pas seulement un support, elle est aussi une gardienne jalouse. Beaucoup de secrets restent scellés dans des blocs, dans des monuments effondrés, dans des temples enfouis. Les mégalithes dispersés en Europe, en Afrique, en Asie posent des questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. Pourquoi ces cercles, ces alignements, ces dolmens ? Pourquoi tant d'efforts pour ériger des masses qui semblent inutiles ? La pierre ne répond pas. Elle garde le mystère. Elle impose sa présence mais refuse l'explication.
Dans les déserts du Proche-Orient, les pierres racontent une autre histoire. Des cités comme Pétra, taillées directement dans la roche, semblent surgir de la montagne elle-même. Ces façades monumentales, creusées dans le grès rouge, défient tôt le temps par leur masse et leur intégration au paysage. Mais même elles, protégées par la pierre, finissent par s'éroder. Lentement, le vent et la pluie les sculptent à nouveau, effaçant les détails, transformant les lignes. La pierre garde le souvenir, mais elle rappelle aussi que rien n'est éternel. La force de la pierre tient à son ambiguïté. Elle est à la fois éternelle et fragile. Elle dure plus que tout autre matériau, mais elle finit toujours par céder. Ses fissures, ses érosions, ses chutes sont les cicatrices du temps. Pourtant, même brisée, elle garde quelque chose. Les ruines sont des pierres tombées, mais elles conservent une forme, une mémoire. C'est pourquoi elles nous émeuvent. Elles nous rappellent à la fois la grandeur des hommes et l'inexorable passage du temps. La pierre est aussi liée au sacré. Dans presque toutes les cultures, on trouve des pierres vénérées, considérées comme des lieux de puissance. La Kaaba à la Mecque, les menhirs bretons, les pierres levées africaines, toutes sont perçues comme des médiations entre l'homme et l'invisible. Leur dureté, leur permanence, leur silence en font des symboles de l'éternité. Elles sont des témoins que rien ne peut réduire au néant, même quand tout le reste disparaît. Aujourd'hui encore, la pierre conserve ses secrets. Les fouilles archéologiques mettent au jour des temples, des stèles, des sculptures dont la signification échappe. Chaque découverte ouvre une énigme plutôt qu'elle ne la résout. La pierre est une gardienne avare, qui ne livre que des fragments. Elle conserve la forme, mais pas le sens. Elle garde la voix, mais pas la langue. Elle nous montre que la mémoire n'est jamais complète, toujours partielle, toujours voilée. Peut-être est-ce là son rôle véritable, rappeler que l'histoire humaine est fragile, que tout ce que nous construisons est menacé par l'oubli, mais aussi que quelque chose persiste toujours. Même quand les civilisations s'effondrent, même quand les livres brûlent et que les voix se taisent, la pierre reste. Elle ne dit pas tout, mais elle garde assez pour que le mystère demeure. Et dans ce silence, elle continue de parler à ceux qui savent l'écouter. L'histoire humaine semble parfois linéaire, mais elle est en vérité marquée par des brisures. Des forces plus grandes que les hommes ont interrompu, détruit, effacé ce que des générations avaient reconstruit. Les cataclysmes sont les grands éditeurs du temps. Ils arrachent des pages entières du livre de la Terre. Tremblements de terre, volcans, déluges, sécheresses, impacts venus du ciel. Chacun de ces événements transforme les paysages et balaie les civilisations. Dans leur silence après la fureur, ils laissent des ruines, des mémoires fragmentaires, des mythes. Ce sont eux, souvent, qui sculptent l'oubli. Le volcan est l'un des plus implacables de ces acteurs. En 79 de notre ère, le Vésuve explosa, ensevelissant Pompéi et Herculanum sous des mètres de cendres. La catastrophe fut brutale, figeant la vie dans une immobilité tragique. Des corps surpris dans leurs gestes, des fresques éclatantes, des objets quotidiens restèrent intacts sous la couche volcanique. Ce que le feu avait détruit, la cendre le conserva. Mais des centaines d'autres éruptions, dans le monde, ont effacé sans témoin. L'éruption de Santorin, vers 1600 avant notre ère, anéantit la civilisation minoenne et laissa peut-être l'empreinte du mythe de l'Atlantide. Plus loin, en Indonésie, le Krakatoa explosa en 1883, projetant tant de cendres que le ciel s'assombrit sur la planète entière. Ces événements rappellent que la Terre, dans ses entrailles, porte une puissance qui dépasse toutes nos architectures. Les tremblements de terre sont une autre main de l'oubli. Les cités grecques et romaines, souvent construites sur des failles, connurent en des destructions répétées. Antioche, jadis l'une des plus grandes villes du monde antique, fut détruite plusieurs fois par des séismes, jusqu'à ne plus jamais retrouver sa splendeur. Plus récemment, Lisbonne, en 1755, connut un séisme suivi d'un tsunami et d'incendies, effaçant presque toute la ville en quelques heures. Ces chocs rappellent que la Terre n'est pas un socle immuable, mais une peau qui se plisse, se brise, se transforme, emportant avec elle les œuvres des hommes. Les déluges appartiennent à la fois au mythe et à l'histoire. La montée des eaux, à la fin de la dernière glaciation, engloutit des milliers de kilomètres carrés de terres habitables. Les vallées des fertiles devinrent des baies, les plaines devinrent des mers. Des peuples entiers furent forcés de migrer, laissant derrière eux des cités, des villages, des routes englouties. Les mythes du déluge, présents dans presque toutes les cultures, portent peut-être la mémoire de ces catastrophes. Plus proches de nous, les tsunamis ont montré la même puissance d'effacement. Celui de 2004, dans l'océan Indien,
engloutit des villages entiers, laissant derrière lui un silence irréversible. L'eau ne détruit pas seulement, elle avale et recouvre, transformant le souvenir en absence. Le climat lui-même agit comme un cataclysme lent. Les sécheresses répétées ont provoqué l'effondrement de civilisations entières. Les Mayas, dont les cités monumentales témoignent d'une grandeur extraordinaire, virent leur monde s'effondrer à cause de sécheresses prolongées. Le désert avança, les récoltes échouèrent et les villes furent abandonnées. De même, dans l'Asie centrale, la mer d'Aral s'assécha progressivement, détruisant les écosystèmes et les sociétés qui en dépendaient. Ces transformations montrent que l'équilibre fragile entre l'homme et son environnement peut basculer, transformant un espace prospère en ruines silencieuses. Mais il existe des catastrophes encore plus anciennes, qui dépassent l'échelle humaine. Les impacts venus du ciel en sont les plus terribles. L'astéroïde qui frappa la péninsule du Yucatan il y a 65 millions d'années mit fin à l'ère des dinosaures et bouleversa la biosphère. Les hommes n'étaient pas là pour le voir, mais la mémoire de ce type d'événement subsiste dans la pierre, dans les cratères, dans les couches de sédiments chargés d'iridium. Si un tel cataclysme survenait à l'époque des civilisations humaines, que resterait-il de nous ? Peut-être seulement des fragments fossilisés, des traces de cendres, des ruines englouties. Les cataclysmes ne détruisent pas seulement les structures matérielles, ils effacent aussi les mémoires. Quand une bibliothèque brûle comme celle d'Alexandrie, c'est une part immense du savoir humain qui disparaît. Quand une cité entière est émrayée de la carte, ses récits, ses chants, ses gestes disparaissent avec elle. Le silence qui suit le cataclysme est plus profond encore que la ruine. C'est l'oubli. Pourtant, paradoxalement, les cataclysmes deviennent aussi des marqueurs. Ils laissent une cicatrice dans les mémoires collectives, qui se transmet sous forme de mythes, de récits, de légendes. Ainsi, ce qui fut effacé matériellement survit parfois symboliquement. Certains cataclysmes semblent même avoir façonné l'imaginaire religieux. Les grandes inondations, les tremblements de terre, les éruptions furent interprétés comme des colères divines. Le sacré se nourrit de ces effacements soudains, de ces brusques disparitions. Ils rappellent aux hommes leur fragilité, leur petitesse face aux forces cosmiques, et dans cette conscience naît un besoin de récit, de mémoire, pour donner sens à l'incompréhensible. Aujourd'hui encore, nous voyons les cicatrices des anciens cataclysmes, mais nous ne les comprenons pas toujours. Des couches de cendres dans les glaciers, des failles dans les montagnes, des zones désertifiées témoignent d'événements que nous avons oubliés. Le sol, la pierre, la glace sont des archives de ces effacements, mais l'histoire humaine, souvent, ne les mentionne pas. Ainsi, des mondes entiers ont pu disparaître sans laisser d'autres traces que ces cicatrices muettes. Ce qui rend les cataclysmes si mystérieux, c'est leur double pouvoir. Ils détruisent, mais ils conservent aussi. Pompéi fut détruite, mais aussi figée, préservée. Les forêts fossilisées sont nées d'inondations soudaines. Les squelettes retrouvés dans les cendres volcaniques sont à la fois victimes et témoins. L'effacement n'est jamais total. Il laisse des éclats, des ombres, des fantômes de mémoire. C'est pourquoi les archéologues cherchent dans les zones de catastrophe. Ils savent que la mort soudaine est aussi une forme de conservation. Et si l'on étend cette logique, il est possible que certaines civilisations entières aient été effacées par des cataclysmes dont nous n'avons pas gardé la mémoire. Un tremblement de terre gigantesque, une montée brutale des eaux, une éruption cataclysmique auraient pu engloutir des mondes dont nous n'avons plus aucun souvenir. Leurs traces dorment peut-être sous la mer, sous les glaces, sous les sables. Les cataclysmes, en effaçant, ont peut-être aussi créé le grand mystère de l'humanité. L'impression qu'il y eut avant nous quelque chose d'immense, mais que nous ne pouvons plus saisir. Il existe des fragments d'objets, des monuments, des inscriptions qui semblent n'appartenir à aucune époque précise. Ils dérangent parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans la chronologie admise, parce qu'ils suggèrent une mémoire plus vaste, plus complexe que celle que nous acceptons. L'histoire telle que nous la racontons est une structure ordonnée, une suite logique d'événements. Mais certains vestiges la fissurent. Ils sont classés comme anomalies, relégués à la marge, parfois rejetés comme erreurs ou supercheries. Pourtant, ils persistent, comme des voix étouffées, qui rappellent que l'oubli peut aussi être choisi. La mémoire interdite est celle qui ne cadre pas avec le récit dominant, et que l'on préfère taire plutôt que d'affronter. Parmi ces anomalies figurent encore les objets dits hors contexte, découverts dans des couches géologiques ou archéologiques où ils ne devraient pas exister. Au XIXe siècle, en Californie, des mineurs affirmèrent avoir trouvé des outils humains à des profondeurs où la science situait des strates de plusieurs millions d'années.
Ces découvertes furent contestées, parfois discréditées, mais elles restèrent c'était dans les récits. De même, des sphères métalliques parfaitement régulières ont été découvertes en Afrique du Sud, dans des dépôts géologiques Transwanai très anciens. Trop parfaites pour être naturelles, trop anciennes pour être humaines, elles alimentent encore aujourd'hui des débats passionnés. Il y a aussi les monuments qui semblent en avance sur leur temps. Les murs cyclopéens du Pérou, avec leurs blocs gigantesques ajustés sans mortier, paraissent avoir été taillés avec une précision technologique difficile à expliquer. Les statues monumentales de l'île de Pâques posent les mêmes questions. Comment furent-elles déplacées et érigées par un peuple isolé sur une île minuscule ? L'histoire propose des réponses, mais elles semblent toujours partielles, comme si une partie du savoir s'était perdue. La pierre garde la trace d'un geste qui ne cadre pas avec nos hypothèses. Certaines cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, évoquée précédemment, appartiennent aussi à cette mémoire interdite. Elles semblent représenter des continents inconnus ou des rivages tels qu'ils étaient avant d'être recouverts de glace. Leur existence suggère que des savoirs cartographiques existaient bien avant les découvertes officielles. Mais ces documents gênent, on les relègue souvent à des erreurs, à des coïncidences, plutôt que d'ouvrir la possibilité d'un passé plus complexe. L'écriture elle-même recèle des mystères semblables. Certaines inscriptions, découvertes dans des régions où elles ne devraient pas se trouver, dérangeant les chronologies. On a retrouvé des symboles ressemblant à des lettres phéniciennes dans les Amériques ou des signes rappelant des écritures anciennes dans des lieux isolés. La plupart de ces découvertes sont considérées comme contestables, mais leur accumulation intrigue. Est-il possible que des contacts, bien plus anciens et étendus que ce que nous admettons, aient existé entre les continents ? Ou bien ces similitudes sont-elles le fruit de coïncidences, de convergences d'esprits humains ? Le mystère demeure. L'archéologie officielle fonctionne avec des cadres chronologiques solides, fondés sur des preuves accumulées. Mais il arrive que certains faits ne trouvent pas leur place. Alors on les écarte. Les statues géantes submergées au large de Yonaguni au Japon sont-elles une œuvre humaine ou une formation naturelle ? Le débat n'est pas clos. Pourtant, l'hypothèse d'une civilisation ancienne capable de bâtir de tels monuments avant leur engloutissement reste marginalisée. De la même manière, les découvertes de géoglyphes ou de structures massives en Amazonie furent longtemps minimisées avant d'être confirmées par les nouvelles technologies. La mémoire interdite peut parfois redevenir mémoire reconnue, mais seulement après de longues résistances. La question n'est pas seulement scientifique, elle est aussi culturelle et symbolique. Admettre qu'une civilisation ancienne ait pu exister, avec des savoirs avancés, c'est ébranler l'image que nous avons de notre propre place dans l'histoire. C'est accepter que nous ne soyons peut-être pas la première, ni la plus grande, mais seulement l'une parmi d'autres. L'histoire préfère se raconter comme une progression linéaire, allant du primitif au moderne. Les anomalies, elles, suggèrent une trame plus complexe. Des savoirs qui émergent, s'épanouissent, disparaissent, laissant parfois des fragments inexplicables. Certaines traditions orales, ignorées pendant longtemps, rejoignent ces traces interdites. Les peuples autochtones, en Afrique, en Amérique, en Océanie, parlent de cités anciennes, de terres englouties, de peuples disparus. Ces récits furent considérés comme des légendes sans valeur historique. Pourtant, on découvre parfois qu'ils contiennent une vérité enfouie. Des paysages décrits comme fertiles là où l'on retrouve aujourd'hui des déserts, des récits de déluges confirmés par la géologie, des souvenirs de contacts lointains que les cartes modernes valident. La mémoire interdite n'est pas seulement matérielle, elle est aussi culturelle, gardée dans les chants et les mythes. Il existe aussi des traces humaines si anciennes qu'elles posent question. Des empreintes fossilisées, découvertes dans des couches datées de centaines de milliers d'années, ont parfois semblé trop modernes pour leur âge. Ces découvertes sont controversées, mais elles alimentent l'idée que l'humanité ou une forme d'humanité aurait pu exister bien avant les cadres admis. Si tel est le cas, alors nous ne serions pas la première lueur consciente à avoir illuminé la Terre, mais seulement l'ultime survivance d'une longue succession d'essais effacés. La mémoire interdite ne dit pas seulement que nous avons oublié, elle dit aussi que nous choisissons d'oublier. En classant certaines découvertes comme impossibles, en les rejetant hors du champ de l'histoire, nous fermons volontairement certaines portes. Mais la pierre, le sable, la glace continuent de murmurer. Les fragments interdits persistent, même si nous les ignorons. Ils sont comme des éclats de porceau de miroir, reflétant une image que nous préférons ne pas voir. Peut-être est-ce là le rôle de ces traces non conformes,
nous rappeler que notre savoir est incomplet, que l'histoire n'est pas un récit clos mais un tissu fragile. Chaque anomalie est une invitation à douter, à réinterroger, à imaginer. Car l'oubli n'est jamais total. Les fragments interdits sont là, posés comme des énigmes, gardiens d'une mémoire qui refuse de disparaître complètement. Les océans recouvrent plus des 2/3 de notre planète. Ils paraissent infinis, mouvants, mais ce qui échappe à notre regard n'est pas seulement leur immensité liquide, c'est aussi ce qu'ils cachent en dessous. Les profondeurs marines sont les véritables archives silencieuses de l'histoire humaine. Car si les continents portent encore les ruines visibles de civilisations disparues, les mers, elles, conservent dans leur obscurité des fragments engloutis, protégés par le froid et la pression. L'archéologie des profondeurs est une science récente, mais elle révèle déjà combien les océans sont les gardiens d'un passé invisible. Sous les vagues des cités entières dorment encore. Les exemples connus ne sont que les éclats d'un ensemble bien plus vaste. Au large du Japon, près de Yonaguni, une structure monumentale plonge dans l'océan. Ses marches, ses terrasses, ses formes géométriques rappellent une architecture façonnée par l'homme. Pour certains, ce n'est qu'une formation naturelle. Pour d'autres, c'est un vestige d'une civilisation disparue, engloutie lorsque la mer monta à la fin de la dernière glaciation. Le mystère persiste, entretenu par la difficulté d'explorer ces fonds instables et profonds. En Inde, les fouilles de sous-marines ont révélé des cités submergées, au large de Mahabalipuram et de Dwarka. Là encore, les textes anciens parlaient de villes construites par des dieux ou des rois légendaires. Pendant des siècles, on les crut imaginaires. Mais les plongeurs ont trouvé des murs, des colonnes, des rues, confirmant que les récits dominants pouvaient contenir une vérité. La mer avait avalé ces mondes, mais les avait aussi conservés comme si elle voulait protéger leur mémoire. La Méditerranée, prend son berceau de tant de civilisations, cache elle aussi ses fantômes. Les cités d'Héracléon et de Canope, près du delta du Nil, furent englouties par des tremblements de terre et des affaissements de terrain. Pendant plus de 1000 ans, elles furent oubliées, connues seulement par les récits d'Hérodote. Puis, au tournant du XXIe siècle, les archéologues les rues de Touloy les redécouvrirent. Statues colossales, temples effondrés, inscriptions intactes, la mer, en les engloutissant, les avait figées. Ces ruines marines en témoignent de la fragilité des sociétés côtières, mais aussi du rôle conservateur des océans. Mais l'archéologie des profondeurs ne se limite pas aux cités. Les mers sont des cimetières de navires. Des milliers d'épaves reposent au fond des océans, portant avec elles les histoires de leurs équipages, de leurs cargaisons, de leurs époques. Certaines sont devenues de véritables capsules temporelles. Le Titanic, découvert en 1985, gît à presque 4000 mètres de profondeur. Son bois est dévoré par des bactéries, mais ses cabines, ses vaisselles, ses objets racontent encore le drame de 1912. Plus anciennes, les épaves grecques et romaines, découvertes en Méditerranée, gardent leurs amphores intactes, parfois encore pleines d'huile ou de vin. Les mers sont des bibliothèques de métal et de bois, où chaque épave est une histoire gelée dans le silence. La difficulté de cette archéologie est immense. Les profondeurs sont hostiles. Obscurité totale, pression écrasante, température glaciale. Longtemps, l'homme ne pouvait qu'imaginer ce qui s'y trouvait. Aujourd'hui, les technologies modernes, sous-marins, robots, sonars, permettent d'explorer plus loin. Mais même avec ces outils, une infime partie seulement des fonds marins a été étudiée. Moins de 5% de l'océan a été cartographié en détail. Cela signifie que sous la surface, des mondes entiers attendent, invisibles, intacts. Certains chercheurs estiment que les océans recèlent la plus grande part de notre mémoire perdue. Car à la fin de la dernière glaciation, lorsque les mers montèrent de plus de 100 mètres, les côtes habitées furent englouties. Or, c'est sur les côtes que vivaient la plupart des sociétés humaines. Là se trouvaient les ports, les marchés, les temples, les routes. Tout cela dort aujourd'hui, sous l'eau. Si une civilisation ancienne avait existé, bien avant celle que nous connaissons, ces traces se répandaient peut-être dissimulées là, inaccessibles à nos yeux. Le mythe de l'Atlantide, évoqué par Platon, prend une résonance particulière à la lumière de ses découvertes. Il décrit une île prospère engloutie en une nuit. Pour beaucoup, ce n'est qu'une fable philosophique. Mais l'idée même d'une civilisation perdue sous les flots résonne avec les réalités géologiques. Partout dans le monde, des terres furent avalées par les mers. Peut-être que le récit de Platon n'est
qu'un écho parmi d'autres de cette mémoire collective, celle des cités effacées par la montée des océans. L'archéologie des profondeurs n'apporte pas seulement des preuves, elle nourrit aussi notre imaginaire. Descendre dans l'eau, c'est entrer dans un autre monde où les règles du temps semblent suspendues. Les ruines marines se couvrent de coraux, d'algues, de coquillages. Les statues deviennent des récifs, les colonnes des abris pour les poissons. L'océan transforme les vestiges en paysages vivants. Ce mélange de mort et de vie, de passé et de présent, donne à ces lieux une aura particulière, comme si la mémoire se recomposait dans une langue nouvelle. Mais cette mémoire est menacée. L'exploration des fonds marins, en révélant ces trésors, les expose aussi. Les pillages, les récupérations sauvages, la pollution abîment ces archives silencieuses. Ce que la mer avait protégé pendant des siècles peut disparaître en quelques années sous l'effet de l'avidité humaine. La mémoire engloutie est fragile, comme toutes les autres. Pourtant, l'océan demeure le plus grand gardien de l'oubli et du mystère. Chaque plongée, chaque cartographie révèle quelque chose de surprenant. Des montagnes sous-marines, des canyons abyssaux, des ruines inattendues. Ce que nous voyons n'est qu'une infime fraction d'un tout inimaginable. La mer est une énigme ouverte, une bibliothèque colossale dont nous n'avons exploré que la première étagère. L'archéologie des profondeurs nous rappelle que ce que nous appelons histoire n'est qu'une surface. Sous les vagues et sous les abîmes dorment d'autres récits, d'autres mondes, d'autres civilisations peut-être. L'océan, avec son silence et sa puissance, conserve tout cela hors de portée. Et chaque découverte n'est pas une réponse, mais une nouvelle question. Combien de mémoires dorment encore sous les eaux, invisibles, intactes, attendant que quelqu'un les écoute ? Depuis les premiers âges, l'homme a regardé la Terre comme une surface solide, un socle où s'élever. Mais sous ce sol, il y a l'obscurité, l'inconnu, le monde invisible des profondeurs. Cette idée a toujours suscité fascination et crainte. Descendre sous la surface, pénétrer dans le ventre de la Terre, c'est franchir une limite, celle entre le visible et l'invisible, entre la sécurité du jour et l'inquiétude de l'ombre. De là vient une peur ancienne, tenace, la peur du vide, du souterrain, du gouffre. Les grottes furent dans les premiers sanctuaires, mais elles furent aussi des lieux redoutés. Dans le noir, les parois se resserrent, l'air devient lourd et l'homme se sent prisonnier. Cette sensation d'étouffement, d'écrasement, rappelle sa fragilité. Beaucoup de mythes associant les cavernes au royaume des morts. Dans la Grèce antique, l'entrée de l'Hadès se trouvait dans des grottes profondes. Les Mayas voyaient les cénotes, gouffres aquatiques de la péninsule du Yucatan, comme des portes vers l'inframonde. L'obscurité souterraine symbolisait toujours l'ailleurs, le domaine interdit, la demeure des puissances invisibles. Les labyrinthes racontent cette angoisse. Dans le mythe crétois, le labyrinthe construit par Dédale enfermait le Minotaure, monstre hybride, incarnation de la peur de ce qui se cache sous terre. Le héros Thésée ne put en sortir qu'avec le fil d'Ariane, symbole de la raison et de la mémoire, seules armes contre la confusion des profondeurs. Le labyrinthe peut être une métaphore. Descendre dans les souterrains, c'est risquer de s'y perdre, de disparaître sans retour. Cette peur du vide est universelle, ancrée dans l'expérience même de la descente. Dans les traditions chrétiennes, l'enfer est toujours souterrain. Les entrailles des fonds de la terre sont vues comme le lieu des supplices, où les âmes perdues chutent dans des gouffres sans fin. Cette représentation a marqué l'imaginaire pendant des siècles. Les mines, les cavernes, les crevasses étaient un perçus comme des reflets de ce royaume infernal. Même les sons du sous-sol, grondements, échos, étaient interprétés comme des voix de damnés. Ainsi, la peur du souterrain est devenue non seulement physique, mais aussi spirituelle. Cette angoisse se retrouve dans l'architecture. Dans beaucoup de cités anciennes, les catacombes, cryptes, souterrains existent. Mais ils sont réservés aux morts, aux initiés, aux prêtres. Le commun des mortels restait à la surface. Descendre signifiait franchir un seuil dangereux, entrer dans un espace liminal. Les catacombes de Rome en sont un exemple. Refuges sacrés, elles étaient aussi des lieux de crainte, emplis de silence et d'ombre, où l'on sentait la présence invisible des générations passées. La peur du vide n'est pas seulement celle de l'obscurité, elle est aussi celle de l'absence. Le gouffre, le puits sans fond, rappellent à l'homme sa petitesse. Dans les montagnes, les abîmes béants suscitent vertige et terreur. Dans le désert, l'horizon vide est une autre forme de gouffre, non pas vers le bas, mais vers l'infini horizontal. Le vide, qu'il soit spatial ou souterrain, confronte l'homme à l'immensité, à l'absence de repères.
C'est une peur métaphysique, car elle révèle le néant possible. Pourtant, cette peur attire aussi. Les explorateurs de grottes, les mineurs, les mystiques, ont toujours cherché à pénétrer dans ces profondeurs malgré le danger. Ils y voyaient une épreuve, une initiation. Descendre sous terre, c'est affronter sa peur, se rapprocher d'un secret enfoui. Les chamans de nombreuses cultures entraient dans des cavernes pour chercher la vision. Dans le silence souterrain, ils disaient percevoir les voix des ancêtres, les esprits cachés. La peur du souterrain devient alors un passage obligé vers la connaissance. La science moderne n'a pas effacé cette angoisse. Les spéléologues parlent encore du sentiment oppressant dans les galeries étroites, où l'on rampe sans voir le ciel. Le moindre bruit, la moindre pierre qui tombe, rappelle la fragilité du corps humain face au poids de la terre. Les mines, aujourd'hui mécanisées, gardent cette mémoire de danger. Chaque effondrement, chaque explosion rappelle la menace du sol qui engloutit. Le souterrain est toujours perçu comme un lieu précaire, où la vie humaine est tolérée mais jamais assurée. Il existe aussi des villes souterraines créées par les hommes pour se protéger. En Cappadoce, en Turquie, des cités immenses s'enfoncent sur plusieurs étages sous terre, avec leurs puits, leurs églises, leurs habitations. Mais même là, dans ces espaces organisés, la sensation d'étouffement demeure. Ces cités furent des refuges, mais elles étaient aussi des prisons temporaires. Elles montrent la double nature du souterrain, abri protecteur et menace constante. La peur du vide et du souterrain est peut-être inscrite dans notre mémoire biologique. L'homme est un être de surface, habitué à la lumière, à l'air libre. Descendre, c'est retourner dans un état archaïque, celui de l'obscurité originelle. Certains psychanalystes y voient une symbolique maternelle. Le souterrain serait à la fois matrice et tombe, lieu de naissance et de disparition. Cette ambivalence explique à la fois l'attirance et la répulsion qu'il inspire. Dans les récits modernes, cette peur se poursuit. La littérature et le cinéma exploitent l'angoisse des profondeurs. Tunnels infinis, grottes hostiles, labyrinthes obscurs. Ces histoires prolongent un instinct ancien, rappelant que l'inconnu du souterrain demeure une métaphore de l'inconscient, du caché, de ce que nous refusons de voir. Le vide et l'ombre sont des miroirs de nos propres peurs intérieures, et pourtant, malgré cette angoisse, l'homme n'a cessé d'y retourner. Chaque génération explore un peu plus les cavernes, les mines, les profondeurs. Chaque descente est une tentative de dompter l'inconnu, d'apprivoiser le vide. Mais ce vide résiste. Il garde son silence, son obscurité, ses menaces invisibles. Il nous rappelle que sous nos pieds, il existe un monde qui nous échappe, un univers qui ne nous appartient pas, mais que nous frôlons à chaque fois que nous posons un pas sur le sol. Nous vivons comme si notre monde était le premier, comme si nos cités, nos sciences, nos archives constituaient l'apogée d'une histoire linéaire. Pourtant, partout, la Terre murmure l'inverse. Des pierres usées, des cités ensevelies, des artefacts énigmatiques rappellent qu'il y eut avant nous des mondes dont nous avons perdu jusqu'au souvenir. Et si notre civilisation n'était pas la première à s'être crue éternelle? Et si nous étions les derniers à ignorer ce qui s'est réellement passé, prisonniers de notre propre amnésie? Chaque découverte archéologique imprévue rouvre la question. Quand on trouve, sous une forêt, les traces d'un réseau urbain oublié, ou quand une carte ancienne montre un rivage que personne n'aurait dû connaître, c'est un avertissement discret. Nous croyons écrire l'histoire, mais c'est peut-être elle qui nous écrit, en dissimulant les chapitres les plus vastes. Les civilisations s'élèvent, prospèrent, puis disparaissent. Leurs voix se taisent, leurs bibliothèques brûlent, leurs monuments s'effondrent. Il reste des fragments, assez pour éveiller la curiosité, jamais assez pour reconstituer la totalité. Peut-être qu'un jour, notre monde sera lui aussi réduit à ces fragments, observés par des yeux lointains qui ne comprendront pas tout. Ce qui trouble, c'est l'impression de répétition. Dans les mythes, on lit l'idée de cycle, des âges d'or suivis de destruction, des renaissances du succédant aux chutes. Les Mayas, les Hindous, les Grecs parlaient déjà d'humanité précédente, d'ères disparues, et si ces récits n'étaient pas de simples symboles, mais le reflet d'une réalité plus vaste, des civilisations oubliées, effacées, dont nous ne percevons que les ombres? Dans ce cas, nous serions non pas les premiers, mais seulement les héritiers inconscients d'un monde plus ancien que nous. La science moderne, en déchiffrant la glace, la pierre, les sédiments, découvre des traces d'événements cataclysmiques. Elle parle de déluges, de sécheresses, d'éruptions qui auraient pu effacer des sociétés entières.
mais elle ne peut pas toujours dire ce qui a été perdu. Les données montrent le climat, les paysages, les catastrophes. Elles ne disent de rien des cultures, des langues, des savoirs disparus avec elles. Là où la science s'arrête, l'imaginaire reprend et nous invite à considérer l'hypothèse que des mondes entiers ont vécu et disparu avant le nôtre. Nous regardons parfois les ruines antiques, comme si elles marquaient au loin les débuts de l'histoire. Mais peut-être sont-elles seulement les survivances d'un âge plus ancien. Peut-être que sous les couches de terre, sous les mers, sous les glaces, dorment encore des traces qui bouleverseraient nos certitudes. Nous ignorons presque tout des abysses océaniques, de l'intérieur des déserts, des profondeurs glacées. Dans ces immensités encore inexplorées, il pourrait exister des preuves que notre civilisation n'est pas la première à atteindre un certain degré de complexité. Mais pour l'instant, nous ne voyons que des indices flous, des anomalies qui dérangent. Et si nous étions aveugles non par ignorance, mais par choix? L'humanité préfère les récits cohérents, les chronologies ordonnées. Les anomalies, les énigmes, les artefacts impossibles dérangent trop. Alors on les rejette, on les range dans la catégorie du mythe ou de la fraude. Ce faisant, nous fermons peut-être les portes d'une mémoire plus vaste. Nous préférons l'illusion de la certitude au vertige de l'inconnu. Mais chaque fragment qui échappe au cadre revient comme un rappel discret. Nous n'avons pas encore tout vu ni tout compris. Peut-être que d'autres avant nous ont connu ce vertige. Peut-être qu'ils ont eux aussi cru être les premiers, les seuls, les définitifs. Ils ont peut-être construit des archives, des monuments, des systèmes pour ne pas être oubliés. Mais les cataclysmes, le temps, les mers et les sables ont tout recouvert. Aujourd'hui, il reste de ces mondes disparus seulement quelques traces, assez pour troubler nos certitudes, mais pas assez pour confirmer une autre histoire. Nous sommes donc dans la même position qu'eux, convaincus de notre exception, mais déjà fragiles, déjà menacés par l'oubli. Le plus grand mystère n'est peut-être pas ce qui fut, mais ce qui adviendra. Si notre civilisation devait s'effondrer, que resterait-il dans 10 000 ans? Nos villes seraient réduites à des ruines, nos métaux dissous, nos écrans effacés. Peut-être quelques gratte-ciel effondrés, quelques tunnels, des déchets fossilisés. Que penseraient-on de nous ceux qui nous redécouvriraient? Ils verraient des fragments étranges, des objets inexplicables, et se demanderaient si nous avions vraiment existé comme nous le croyons. Ils nous transformeraient en mythes, comme nous avons transformé ceux qui nous ont précédés. Cette pensée ouvre une inquiétude douce, et si nous étions les derniers à ignorer, peut échapper presque totalement. Nous croyons connaître 4 ou 5 000 ans de passé, mais il se pourrait que des dizaines de millénaires d'expériences humaines aient été effacées. Les ruines invisibles, les objets hors contexte, les cartes impossibles ne seraient alors que les ombres d'une mémoire immense, réduite à quelques éclats. L'ignorance n'est pas seulement un manque de savoir, elle est une condition. Nous vivons dans une trame d'oubli qui nous protège du vertige, mais chaque découverte nouvelle, chaque anomalie, fissure ce voile. Ce qui nous attend n'est peut-être pas une révélation totale, mais une accumulation lente de preuves que nous ne sommes pas les premiers. Et ce jour-là, nous comprendrons que nous avons longtemps vécu comme les derniers à ignorer.